Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et ça fait déjà 3 semaines, je crois, la dernière fois qu'on a publié un épisode. Ouais. Ça fait un petit moment. Ouais. Ça va ? Ouais. Je suis toujours en compagnie de Pidou cette semaine. Salut. Et oui, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, c'est l'été. Oui, c'est cool. Tu t'es mis en mode saumon, Bah oui, saumon. comme tu me l'as dit. Je vais être un grand saumon. Non, je pensais pas que ça paraissait autant à la caméra, mais ouais, non, j'ai eu ça à mon anniversaire, donc j'étais content. Regardez-le comme il est beau. Regarde. Placement de produit. Beau gosse. Donc oui, c'est ça. Ouais, lis tes textos, il n'y a pas de problème. Non, attends, je suis en train de regarder la date qu'on est, parce que je crois que j'ai fait une bourde. Ouais. Oh putain. Attends. On est le 19, je crois. Donc ça fait 3 jours, non ? Oui. Putain. Bravo. Bon anniversaire. Merci. Mais après, à ta défense, il est pas sur Facebook, moi. Non, c'est ça. Non, Donc mais c'est pas que c'était sur Facebook, c'est que je l'avais en tête, parce que normalement, faut que mes tu es proches 10 s'en jours souviennent. après moi. Oui. C'est assez Sauf que facile, 10 jours, c'est une semaine plus 3. Oui. Et moi, j'avais calculé plus. Genre 2 semaines ou un truc comme ça. Oui, mais c'est Donc j'étais en mode, la prochaine fois qu'on se voit, ça devrait faire bon. Mais Oui. voilà, bon anniversaire. Merci. Il est vieux. Vous pouvez mettre des bons anniversaires dans Est-ce que tu viens de finir le club des 27 ou tu rentres dedans ? Non, je l'ai fini. Bon, bah c'est bon. Moi, je suis... Tu sais que j'y ai un peu pensé. Félicitations. Bah, Vraiment. toi Vraiment. Genre 3-4 jours avant, je suis en mode... Putain, j'espère que je vais pas mourir maintenant. Ça serait parce con. que ça serait con de rentrer dans le club des 27. Ouais. Bon, en même temps, tu chantes pas et t'es pas connu, donc... Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que ça me manquait un peu. Mais voilà. Mais oui, donc c'est Mais bien. félicitations, bon Mais anniversaire. Toi aussi, l'année prochaine, tu rentres dedans ? Ouais, C'est bien. c'est ça. Donc bon, Enfin, voilà. je rentre dedans, j'espère pas là, mais... Non, mais tu... non, moi non plus. Touche du bois. C'est ça. Touche du singe. J'ai tapé le micro, T'as tapé super fort. Pardon. C'est ça. Mais ok, parfait. Écoute, sur un autre sujet, la guerre. Putain, Alors, j'ai complètement zappé, ouais. cette semaine, on va parler d'un petit sujet. C'est Calme, bonne humeur, bonne fête. Putain, je regarde le retour et pas la caméra. J'ai rien appris toujours. Et cette semaine, on va parler de tout ce qui se passe, notamment dans le monde merveilleux de la guerre. Et on va parler de la série Fallout. Non, c'est faux. Non, on va Tu l'as parler. fini ? Oui, j'ai fini. C'était vraiment bien. Bah oui. On en parlera après si jamais il y a des gens qui l'ont pas vu. Un D'ailleurs, épisode dessus. alors moi je voulais qu'on fasse un épisode et finalement ma blonde m'a dit peut-être pas parce que moi je voulais qu'on fasse un épisode genre Culture Clash où il y en ait un qui défende du coup la copine du cowboy, qui défende en gros l'idée de faire des bunkers, etc. et l'autre qui est contre. En Mais gros il y en carrément, a un mais qui c'est fait trop le bien. cowboy. Voltec versus Voilà, le Voltec peuple. versus le peuple. Le problème c'est qu'il y a quand même une idée qu'il y en a un qui va devoir défendre la guerre. C'est pas un problème. À l'heure de l'Ukraine et de Gaza, t'es chaud de... Tu te rappelles de ce qu'on t'as a- pas peur ou pas ? Tu te rappelles de ce que j'ai dit sur Star Wars ou C'est vrai que si on met les bases... j'ai dit des trucs tellement chauds. Écoutez, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode dessus et si on se fera taper ou pas. Mais bref, cette semaine, pour en revenir à notre sujet, on va parler de... On va pas parler de la guerre, mais plutôt on va parler de la politique que mène Macron notamment, mais dans des thématiques. On voulait parler de la Nouvelle-Calédonie parce qu'à l'heure actuelle où on tourne, dépendamment de quand est-ce que vous regardez cet épisode-là, il y a des... alors, c'est pas vraiment des émeutes, c'est déjà le terme à qualifier, mais il y a des événements où il y a des personnes qui sont décédées pour l'instant. Mais c'est considéré comme Comment on émeute, dit ouais. C'est une émeute, c'est Ouais, ça ouais. Il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie, il y a les JO qui arrivent où la sécurité va devoir être grande, il y a... on a vu aussi récemment, il y a eu un braquage à l'arme lourde où ils ont fait évader un prisonnier comme si on était dans un film ou en Colombie, Ouais, en une France. tuerie. Ils ont tué les 2 gardiens de prison. Où il y a eu ça. Il y a eu aussi Macron qui menace, parce que c'est une menace vis-à-vis de Poutine, d'envoyer des soldats en Ukraine. Voilà, il y a tout un tas où il y a la répression aussi classique que fait la France vis-à-vis des manifestations. On s'est dit que ça serait un sujet de... Voilà, on vous a appelé ça Macron tyran, slash chef de guerre, slash dictateur, slash tout ça, qui est un peu l'idée de parler de la
du monopole de la violence légitime de l'État, j'ai envie de vous dire, pour vous rappeler vos cours de politique si vous en avez suivi. Voilà. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur ça. Je pense qu'on va d'abord commencer par la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un sujet qui est chaud dans l'actualité, et dans lequel il y a des répressions, et dans lequel la France devrait envoyer, en tout cas a envoyé des corps armés, de l'armée même. Défendre l'aéroport et les ports. Défendre l'aéroport, les ports. Ils ne sont pas déployés dans le reste du territoire. Pas pour l'instant. Et donc voilà. Donc on va partir sur ça. De ton côté, est-ce que tu as suivi la Nouvelle-Calédonie ? Ouais. J'imagine que oui. Alors, Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis ? Est-ce que tu trouves que, peut-être la question, mais tu pourras faire un débrief avant, est-ce que tu trouves que la réponse, par exemple, que Macron amène est mesurée ? Est-ce qu'elle est démesurée ? Est-ce que, comme chère Mathilde Panot, qui ne comprend rien à la politique, a dit... Le focus est très long sur moi, même parce que je suis beau. Qui ne comprend rien à la politique, a dit qu'on était dans une guerre anticoloniale, ou je sais plus pour dire... Décoloniale. Qu'ils essayent de nous faire croire que c'est la guerre d'Algérie 2.0. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est très très drôle parce que donc pour éviter tout procès d'intention, mais en même temps être totalement honnête, donc moi je suis d'une famille de pieds noirs, donc algérien, égyptien, et ma famille, donc mon arrière-grand-père est né à Nouméa. Il possédait notamment les mines de nickel qu'il y a au nord, je pense. Et suite à la mort de ses parents, il est parti. Puis après, les mines se sont perdues dans la famille. Mais c'est pas une branche de famille avec laquelle on sait... Enfin, ça fait pas partie de mon côté. Mais donc, tout ce qui est justement la décolonisation a énormément impacté ma famille. Parce que en Algérie, on est reparti comme on était arrivé. Quasiment, c'était le fameux une main devant, une main derrière. En Égypte, c'était carrément... Vous ne retournez pas chez vous parce qu'ils étaient en voyage, et si vous retournez chez vous, on vous décapite. Donc ils ont perdu leurs biens immobiliers, leurs biens bancaires, leurs biens personnels, tout. Et en Nouvelle-Calédonie, pour le coup, là c'est beaucoup plus soft. C'est plus une, vous savez, dans la famille. Non, mais il avait perdu ses parents, il a été envoyé à la métropole, chez d'autres membres de la famille. Fun fact, dans le lycée dans lequel j'ai été, alors que aucun rapport, quoi. C'était en Auvergne, et puis je suis né dans le sud de la France. Enfin, il y avait... C'est vraiment le destin. Et donc, ça, c'est pour le côté un petit peu plus personnel, parce que je pense que c'est important pour le reste de mon argument. T'es en train de dire que tu seras pas objectif ? C'est pas une question d'objectivité, c'est une question beaucoup plus de perspective, je pense. Parce que là-dedans, c'est quand même assez important. Moi, je ne connaissais pas le projet de loi avant que justement ça pète. Donc il y avait un changement pour changer. Grosso modo, on vous le fait dans les grandes lignes. Il y a une manière, depuis justement le processus de décolonisation qui a été entamé dans les années 80, de faire en sorte que le peuple kanak ne se retrouve pas minoritaire en termes de vote pour des grandes décisions, notamment celui de l'indépendance, parce que il y a eu dans le processus de colonisation, de peuplement, on a fait en sorte qu'il y ait des Français blancs, on va appeler ça comme ça parce que les Kanaks sont français, viennent diluer en fait le vote. Donc ils avaient une espèce de part qui était réservée, qu'on a fixée avec des dates. En gros, si vous étiez présent à ce moment-là sur le territoire et de famille, etc., là vous aviez le droit de vote. Je crois que ça s'arrête en 98. Avec les accords de Nouméa, c'est voilà. Ça, entre 88 et 98. Peut-être le 88 à vérifier, mais fallait être présent sur le territoire. C'est ça. Auquel cas, tu n'avais pas le droit de vote après. Et même, mettons par exemple, parce que j'en connais, des gens qui, leurs parents arrivent en 99, naissent en 2000, et aujourd'hui ils ont 23 ans. 24 ans. 24, s'ils sont nés comme nous. N'ont pas le droit de vote. Oui, c'est ça. Alors qu'ils ont passé 24 ans en Nouvelle-Calédonie, voilà. Et qu'ils ont été grandis, etc., etc. Et je sais pas si ceux qui sont nés par exemple en 98, si les enfants de ceux qui étaient présents sur le territoire ça sont c'est à considérés. vérifier, mais voilà. je crois que oui, eux ils les ont parce que du moment que tes parents l'avaient, toi tu l'as. C'est ça. Si tes parents l'avaient pas, tu l'avais pas. C'est à vérifier bien sûr. Mais c'est ça, en 98, du coup, ils ont prévu 3 référendums. Un en 98. Non, oui, un en 98, un en 2020 et un en 2021. Et les deux derniers étaient très rapprochés. Peut-être pas en 98. 2019, ouais. 2018 et un en 2021. Un en 2020 et un en 2021. C'était ça. Non. Si, bon, vérifie. Attends, on va confirmer, mais c'est pas ça.
Je suis presque sûr que c'est ça. Et donc, en fait, c'est comme il l'a très justement dit, il y a eu un gel électoral pour que les Kanaks soient majoritaires du point de vue du poids électoral pour voter lors de la question est-ce que vous voulez être indépendant, oui ou non. Et donc, il y a eu 3 référendums, les 3 ont eu lieu. Et à terme de ça, l'accord de Nouméa prévoyait le dégel électoral, ce qu'ils ont appelé, c'est-à-dire, à partir de maintenant, à partir de maintenant, les gens dont ça fait 10 ans qui sont résidents sur le territoire ont le droit de vote. Donc, et ça, c'est le cas. Et donc, ça concerne, je ne sais plus exactement, mais je sais que les Européens, en tout, c'est 21%. Parce que ça aussi, c'est une image qu'on a. La Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout composée de Kanaks uniquement et de Européens blancs descendants qui maîtrisent les usines de nickel. Il y a aussi des Wallisiens, il y a aussi des je sais pas comment on dit, des néo-calédoniens, du coup ceux qui sont nés sur l'île et qui sont français mais qui n'ont pas le droit de vote. T'as des gens comme nous, on aurait pu immigrer là-bas. T'as des Français parce qu'on n'a pas il n'y a pas besoin d'avoir de visa ou quoi que ce soit. Il y a des gens aussi des autres îles à côté. Voilà, donc et donc les Kanaks actuellement représentent 41% de la population et les Européens représentent 21 ou 24% de la population. Et donc les 40% qui restent à peu près, c'est tout le reste de ce que j'étais en train de vous dire. Là, je suis en train de bien combler avec des bouffées. Non, mais c'est ça. Donc c'est en 2018. 2018, c'est ça. C'est ça. 2018, donc, 2020, 2021. Voilà, le 2020, je l'ai pas. Oui, voilà ça. Et 2021, il a été rejeté à 96% parce que les Kanaks l'ont boycotté en masse, parce que il y avait les indépendantistes. Oui, pardon. Tu fais très bien de me corriger. Les indépendantistes l'ont boycotté en masse à cause des mesures Covid. Ils ont demandé un report, ce que la France n'a pas voulu, parce que la France a décidé globalement dans sa politique générale de tenir ses élections, même en France. Voilà. Peu importe les conditions. On avait eu les municipales et notamment. Donc ils ont l'impression de ne pas avoir eu le droit d'avoir voté leurs 3 référendums, sachant qu'ils en ont eu 2 du coup qui étaient fair and square à plus de 56% chacun, et donc le dégel prévoyait que ça, et donc là le dégel doit passer là. Il n'est pas encore acté parce que le Congrès c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui se réunissent à Versailles, doivent l'entériner, et Macron avait dit on va le faire en juin, le Congrès. Mais là, la date est devenue floue avec toutes les émeutes. Et actuellement, donc, les émeutiers, enfin, les indépendantistes, j'ai plus le nom, le CCP... Non, parce que le FNNKS, c'est le parti indépendantiste, mais il y a une branche du FNNKS qui est genre ultra hardcore, et c'est eux qui font les barrages, tous ces trucs-là, ont décidé de foutre le feu à peu près à tout ce qui existe et à bloquer tout ça. Donc là, on est dans une situation actuelle, et je vous inviterai à consulter les articles de France Info ou... Hugo Décrypte, comme on en parlait en off. Non, mais genre fantastique. Pour aller voir la situation directement. IKS, voilà, aller voir directement les informations pour voir les images, etc. C'est quoi qui se passe un peu plus sur le terrain, parce que. Et donc il y avait un projet de loi justement qui voulait retravailler cette histoire de date, parce que du coup il y en a beaucoup qui là se retrouvent en effet vivre en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 20 ans et ne pas être du tout consultés par rapport à ce vote, par exemple, d'indépendance. Mais il n'y a pas que l'indépendance qui est votée par, justement, tout ça. Non, parce que, alors, c'est très compliqué, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais genre, par exemple, ils ont un Sénat coutumier qui n'a pas force de vote, mais qui a un énorme pouvoir d'influence, qui peut faire quand même des choses et qui peut motiver la population. Ils ont obtenu 2 projets de loi dans les années 2010. Mais eux, par exemple, ça, c'est les Kanaks qui votent pour ça, du coup. Enfin, c'est eux entre eux. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est assez compliqué, mais ils ont leur propre aussi système. Par exemple, pour les maires, tout ça, ils peuvent pas voter, les gens. Ils ont aussi leur propre système. C'est un peu comme si vous êtes québécois, c'est un peu comme la comparaison est pas folle, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme une province de la France. Ils ont un peu tout leur système pour vivre indépendamment, mais tout est financé à 100% par la France et par les impôts. Mais ils ont toutes leurs institutions, donc dès qu'il y a quand même des institutions, ils ont le droit de voter. Mais donc c'est ça, du coup, fin de la partie contexte. Moi, quand c'est arrivé, vraiment, ça m'a pris un petit peu... Ça a démarré très vite, très fort. Tu vois sur le terrain, les gens, il y avait des manifestations et tout. Oui, mais déjà, mais pour nous, c'est vrai qui sommes pas là-bas, oui, effectivement. T'en entends pas tellement parler, c'est pas dans les médias, voilà. Et puis, c'est assez récurrent, ce genre de manif. Donc, c'est pas non plus le truc qui va arriver sur les informations.
parce que bon bah voilà, tu sais, c'est une grogne générale qui est récurrente. Mais là, quand ça arrivait, et puis ça allait très vite, très fort, très vite, avec des violences extrêmes. Il y a eu le fameux gendarme là qui a voulu aller parlementer, puis qui s'est fait tirer dans la tête, etc. Enfin, c'est quand même des actes de violence inouïs, puis des citoyens qui s'organisent en milice pour défendre leur quartier, etc. Enfin, je veux dire, Ça, on c'est est parce sur que des... le haut commissaire sur place leur a dit on n'a pas les moyens. Voilà, non, mais... Ça, c'est quand même fou. Ils ont mais c'est reçu, aussi vrai. je crois que, alors ça, c'est à voir, mais je crois qu'ils ont reçu un texto pour de vrai, pour leur dire organisez-vous, parce que sachez que les services actuellement, s'il y a un problème, on va pas venir vous aider, mais ça va être compliqué qu'on intervienne, quoi. Donc dans certains quartiers, effectivement, ils faisaient des rondes, ils se sont organisés. Puis ils ont des armes. milice. Il y a une arme pour 4 habitants en Nouvelle-Calédonie, donc c'est quand même assez... c'est un contexte particulier, c'est-à-dire que si toi et moi, demain, on reçoit ce texto, on n'a pas exactement les mêmes moyens que justement... voilà. Donc le contexte est très particulier, mais moi j'ai tout de suite eu un sentiment où je me suis dit, mais putain, ça doit être... La première chose que tu dois vouloir faire dans ces moments-là, c'est te barrer, prendre l'avion parce que... Malheureusement, ils ont fermé Voilà. l'aéroport tout de suite. Bah oui, parce qu'il était sous danger. Oui, non, Il mais était oui. immédiatement pris, et c'est normal, énormément pris d'assaut. Oui, parce que Et- ils avaient peur aussi, désolé de te couper, parce qu'en 88, il y a eu une grosse prise d'otages où ils ont pris une trentaine d'otages, je crois, où ils étaient 30 à la plus, je sais pas, il y a eu une prise d'otages en tout cas. Et notamment, et ça s'est réglé de manière très sanglante, donc on appelle ça la caverne, ou je sais pas, La caverne, grotte, la grotte d'Ouvéa. La grotte d'Ouvéa, où il y a eu 21 morts, 19 du FLNKS et 2 gendarmes policiers français, enfin 2 personnes français intervenues. Et donc, pourquoi ils ont eu peur tout de suite pour l'aéroport? C'est parce que nous, on n'a pas connu ça, mais dans les années 70-80, il y avait beaucoup de prises d'otages régulièrement dans les avions, dans les aéroports. Il y en a eu une à Marseille dans les années 90. Il y a eu un film sur ça d'ailleurs, etc. Donc je pense qu'ils ont tout de suite eu peur. Et puis dans un aéroport, si vous explosez un avion, voilà, c'est pas une voiture, quoi. Donc je pense qu'ils ont eu peur très rapidement de ça. C'est des sites super importants, quoi. Et en plus, tu veux le pouvoir, si tu dois évacuer les gens. Bon, Voilà. Après, il y a un aérodrome militaire Mhm. qui, lui, est sécurisé depuis le début, donc qui Voilà, restera le point d'ancrage. Mais le Mais grand pour les aéroport gens de vouloir se barrer, c'est pas possible. Et à c'est part ça si aussi. c'est des là. évacuations Oui, voilà, militaires, mais genre l'Afghanistan, quoi. Toi, tu veux te barrer. Ah oui, c'est pas avec ton possible. billet d'avion, non, tu Voilà. peux pas. Et moi, là, c'est là où je trouve ça super angoissant. Puis c'est terrible parce que c'est d'une telle violence et t'as pas forcément envie de t'embarquer là-dedans, tu vois. Et directement, évidemment, les centres alimentaires sont raid, etc. Et le pire, c'est que ça fait longtemps, et ça arrivait en même temps que justement la tuerie des deux gardiens de prison, mais ça fait longtemps qu'on voit que les services de police déjà sur le territoire sont mis à l'épreuve tous les jours, mais dans leur situation à eux, ils savent que ils n'ont pas les moyens de faire face à des émeutes. Et on l'a vu même en France quand il y a eu les émeutes pour Naël. Ça a été un chaos régulier et on ne pouvait pas régler les émeutes d'un coup. On a juste attendu que ça s'éteigne. Parce que ça s'est juste éteint naturellement, tu vois. C'est la grande force de l'État, c'est que Macron s'en sert beaucoup, c'est qu'ils s'entretuent. Nous, l'État a le temps. Ah oui, à tout le temps, les gens vont s'essouffler avant que l'État en a marre, tu vois. Mais le problème, c'est que ceux qui sont sur la première ligne, les policiers, ils ont pas le temps. eux, ils n'ont pas le temps. Parce qu'eux, ils se reçoivent des gadins sur la gueule, etc. Tu vois. Et là, on n'est pas sur des gars qui envoient des feux d'artifice, etc. sur les policiers qui sont très dangereux et pas du tout bien. Mais on est sur des armes à feu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le même rapport de force. Ce qui est très dangereux, je crois que les médias n'ont pas trop reporté, mais c'est que les gens sont énormément alcoolisés aussi. Ah ouais? Ouais, c'est que les émeutiers sont énormément alcoolisés, mais genre en mode, ils ont raid les 3/4 des magasins d'alcool, etc. Parce que t'as des systèmes d'importation pour l'alcool aussi, etc. Et ils ont mis le feu, par exemple, si je me trompe pas, ils ont mis le feu à l'usine de la bière locale de Nouvelle-Calédonie. Mais ils sont beaucoup alcoolisés et donc ils n'ont pas forcément non plus ultra conscience, etc. Et je voyais un mec sur les réseaux sociaux qui était kanak et indépendantiste, qui était outré en se disant mais nos grands frères ils sont pas morts pour ça, ils sont pas morts pour que vous soyez bourrés sur les barrages, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Si l'indépendance on l'aura pas comme ça, tu sais, même au sein même du mouvement indépendantiste il y a quand même des sections. Et là où c'est vraiment dangereux, c'est que le FLNKS, là, donc le parti indépendantiste, a perdu le contrôle sur les émeutiers, quoi. C'est ça. Parce que Christian Tiet, là, je sais plus quoi, là, le leader, il a appelé au calme, mais ça n'a eu aucun impact. Mais c'est là où, en fait, c'est quand j'ai vu ça que ça m'a déstressé. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est pas une faction organisée, l'interlocuteur institutionnel
ne soutient plus les actions indépendantistes entre guillemets, parce que moi je ne crois pas du tout à l'indépendantisme de ces gens-là. C'est des fauteurs de troubles, c'est des gens qui veulent le chaos, qui veulent qui se nourrissent justement de ce genre de situation. On l'a vu, mais c'est dans tous les cas d'émeutes, dans tous les cas d'émeutes qui dérapent dans la violence. Les violents, c'est jamais ceux qui portent vraiment le message. C'est juste un élément vendeur. Mais ceux qui portent vraiment le message, ceux qui intellectualisent un petit peu le message et qui ont des vraies revendications, je dis pas que l'indépendance est un mauvais prétexte, etc. Mais ils savent que la violence, ça les amènera nulle part. Parce que politiquement... Ou alors ils savent que c'est le dernier truc, quoi. Et ton objectif, c'est même, tu le vois, par exemple, ils ont brûlé des écoles, ils ont brûlé des usines. Mais le but, quand tu es très violent dans une révolution, et je défends pas ça, mais ce qu'on a observé dans l'histoire, c'est que tu vas... le but, c'est d'aller marcher sur Versailles. C'est ça, mais c'est tout ou rien, quoi. Ouais, voilà, alors là, vraiment, ça. il faudrait... C'est d'aller marcher sur le palais des Tsars. Mhm. C'est pas d'aller brûler une école qui a été financée ou d'aller brûler un décathlon, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. C'est tout ou rien, effectivement. C'est ça. Donc, c'est vrai que là où je te rejoins dans cette idée-là, c'est que généralement, les casseurs, ils vont péter les Champs-Élysées, quoi. Ils vont pas aller casser le palais de l'Élysée, tu vois. Bah oui. Tu te dis, bon, ça reste de la violence et c'est pas la bonne solution, mais c'est de la violence, de la vraie violence politique. C'est pas de la violence pour casser. C'est ça, et puis tu vois, moi j'ai du coup entre guillemets ce trauma générationnel de l'Algérie où notre très cher général de Gaulle a juste vendu l'Algérie comme ça parce qu'il voulait politiquement s'en débarrasser pour plus qu'il ait justement une aile gauche qui ne le soutienne plus. Et sans consulter les Français, les gens sur place, Après, il s'en est juste débarrassé. Il y avait quand même le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et avant ça, au niveau des guerres, je sais que la Seconde Guerre, c'est pas vraiment... L'Indochine, on s'est pris des sacrés branlés. Et convaincre les gens d'aller se rebattre pour l'Algérie, je pense que il y avait un contexte militaire qui était compliqué. Sachant qu'on s'est pris une sacrée branlée en Indochine. Ouais, enfin la différence, c'est que il y avait des gens qui étaient morts en... Comment on appelle ça ? Il y avait des gens qui étaient morts en Algérie pendant ce temps-là. Et qui avaient tenu un front parce que l'État leur demandait. Parce qu'ils n'étaient pas contents de tirer sur ceux qui avaient été leurs voisins. Je dis pas qu'il a bien fait, je dis juste que là où je suis pas d'accord, c'est de réduire à il a vendu l'Algérie parce qu'il voulait juste un soutien de l'aile gauche. C'est aussi, il y avait tout un contexte militaire où je sais même pas si la France aurait pu tenir ça de base. Quand tu vois qu'en Indochine... Militairement, ça se tenait parce que c'était pas la situation de l'Indochine. L'Indochine, il y avait un front. L'Algérie, il n'y avait pas de front. Oui, mais c'était de la guérilla. Ouais, mais c'est la guérilla hyper dur de tenir une guérilla. Et c'est d'ailleurs Nouméa, c'est pareil. Si c'était une vraie guérilla, ce que c'est peut-être en train de devenir, c'est très très dur pour un État de tenir une guérilla, de se battre contre une guérilla. Le terrorisme, c'est très dur. Tu demanderas aux Américains avec le Vietnam. Mais l'Algérie, c'était urbain. C'était dans les grands centres urbains qui étaient vraiment le gros de la guerre. Mais du coup, c'est les civils, c'est ça. Les guerres les plus horribles. Hein. Mais c'est les civils qui prenaient le plus cher. Gaza, mais c'est parce que c'est pour ça, c'est parce que c'est dans les centres urbains. C'était les civils algériens qui prenaient le plus cher. Oui. C'était même pas les civils français. Donc voilà, et c'est là un petit peu que... C'était juste, il y avait un contexte plus large. Il y a un contexte plus large, mais c'est ce que je te dis justement en termes de trauma générationnel, où moi, tu vois, directement, j'applique ça, et je me dis, mais attends, il y a tout un travail qui est fait depuis les années 80 là-dedans, et tu as justement toute l'extrême gauche qui arrive et qui essaye de faire en sorte de pousser ça m'a énervé. Pour qu'on essaye de dire, ah mais en fait, c'est la même chose, et la seule solution, c'est de leur donner l'indépendance. Regardez, en fait, on a causé du trouble. Ça ne marche pas, les accords de Matignon. Chut, donnons ça. Et moi, je trouve qu'il y a un média qui fait très très bien son travail. N'en déplaise aux fascistes qui commentaient sous notre vidéo, c'est France Info. Parce que moi, du coup, j'ai fait la réaction de tout bon citoyen. Je me suis dit, écoute, la Nouvelle-Calédonie, à part ce que ta famille en a raconté, tu sais pas grand-chose. Donc avant d'ouvrir ta gueule, essaye de t'informer. Et je me suis branché toute la journée sur France Info. Et il y a des historiens qui sont arrivés. Il y a des sociologues qui sont arrivés. Il y a des anciens députés de là-bas qui sont arrivés. Il y a des reporters qui étaient là, qui sont actuellement là-bas, qui sont arrivés. Ils ont fait un partenariat pour leur live aussi avec La Première, qui est la grande chaîne de Nouvelle-Calédonie, qui du coup, leur live était aussi alimenté en partie par les informations de La Première. Et La Première est souvent juste avant le bulletin de France Info. Toujours, les bulletins sont à peu près à 14h. Par exemple, pour nous, c'est 8h du matin. Et de 7h45 à 8h, tu vas avoir La Première, qui fait tous les départements et territoires d'outre-mer. Donc c'est ça. Moi, c'est pour ça que là, à la fin,
tu vois toutes ces violences, tous ces trucs-là, quand on parle d'envoyer des militaires justement pour sécuriser les zones d'intérêt d'approvisionnement, en fait, les ports, c'est ça, c'est pour faire en sorte que les gens ils aient à bouffer demain. Et les aéroports, c'est parce que tu connais l'aviation civile, c'est quand même important. Donc, on n'est pas sur de la répression armée du peuple. Tu vois, ça reste la police et les gendarmes qui gèrent ça sur le côté civil. Et le côté défense des intérêts, s'ils commencent à prendre d'assaut le port et que là, on peut plus faire venir de bouffe, là, on va commencer à pleurer. Moi aussi, c'est que je me dis, c'est que je pense, puis c'était un peu ça l'idée de notre sujet aussi, c'est que Macron n'a probablement pas le choix, ou en tout cas, aura toutes les conditions réunies pour être très violent avec les représentants. Avec les représentants ou avec les émeutiers avec les émeutiers, oui. Ils sont armés, donc c'est pas la même. Mais même sans ça, parce qu'il est dans un contexte géopolitique actuel que j'ai pas trop vu passer dans les médias, etc., où je me suis dit, mais en vrai, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Le premier, c'est qu'il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand on tourne, il a reçu Xi Jinping. Ils sont allés boire le thé dans les Pyrénées. Et Xi Jinping, c'est la Chine, voilà, c'est un argument de fou, cette phrase vide. Non, c'est la Chine. Et donc, quand Macron, à mon avis, fait des menaces d'une manière ou d'une autre sur le commerce, sur ce genre de choses, avoir la capacité de démontrer que tu es capable d'aller jouer dans leur cour, parce que la Nouvelle-Calédonie, sur une carte, c'est la cour, dans la tête des Chinois, c'est leur cour. Et je vous inviterai à vous cultiver sur l'histoire du Vanuatu, où le Vanuatu est devenu indépendant, et où le Vanuatu, aujourd'hui, c'est la Chine. Non, j'abuse. Où aujourd'hui, le Vanuatu passe beaucoup de contrats avec la Chine, etc. Le Vanuatu est le cas typique du néocolonialisme. Quand vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez ce que c'est le Vanuatu, vous dites « Ah, le colonialisme économique ». Donc le néocolonialisme, c'est ça. Très bien. C'est en fait vendre toutes nos infrastructures stratégiques à une puissance étrangère parce qu'on en a quitté une autre. Très bien, c'est ça. Et que donc, il y a beaucoup de, je sais pas comment on dit, les natifs de Vanuatu, qui regrettent cette idée-là et qui sont pas mal allés aussi en Nouvelle-Calédonie parce que du coup ça reste la France. Du coup, il y a beaucoup d'Asiatiques apparemment aussi en Nouvelle-Calédonie. Oui, t'as énormément de Vietnamiens parce que la guerre d'Indochine, ça comprenait le Vietnam et donc ils sont allés, ceux qui étaient pro-français, en tout cas qui voulaient rester en France d'une manière ou d'une autre mais sans forcément aller en métropole, sont beaucoup allés là-bas. Donc t'as beaucoup de Vietnamiens, de Cambodgiens, de gens du Laos, Indochine, quoi. Enfin une ancienne colonie française. Et que donc, démontrer à Xi Jinping qu'il a la capacité de le faire, c'est faisable, parce que bien évidemment que si demain la Nouvelle-Calédonie est indépendante, soit les Australiens, soit les Chinois vont arriver comme des faucons pour aller prendre les usines de nickel, parce que le nickel c'est un semi-conducteur, semi-conducteur étant la denrée rare de la Chine. Et à savoir que ces usines sont en grande crise en ce moment justement. Oui. Parce que y a toute la crise du nickel, ça fait quoi ? Ça fait 2-3 ans là justement. Donc, et c'est l'enjeu stratégique au-delà de l'espace marin, parce que donc la ZEE permet que tout l'espace marin qui entoure la Nouvelle-Calédonie donne des terres, donne des mers plutôt, à la France, qui fait de la France le premier pays de ZEE au monde, le deuxième après les États-Unis, le premier. Mais l'intérêt minier, c'est le nickel, et là, ça fait... quand je vous parlais de ma famille qui était en Nouvelle-Calédonie pour le nickel, c'était à la fin du 19e siècle. Donc pensez qu'à l'époque, déjà, on était là-dessus, on y est encore plus aujourd'hui. Donc si ça fait 200 ans qu'on est sur le machin, c'est que c'est un gros bail. Non, c'est sûr. Et après, donc, Macron n'a aucun intérêt à le lâcher. Et en plus, la France excelle dans les sous-marins nucléaires, les SNLE. Et que donc avoir un port d'attache qui permet à la Chine de lui dire « Mon pote, attention », ça reste quand même une force de dissuasion. Mais il faut qu'il en soit capable de démontrer du coup qu'il est capable d'intervenir à l'autre bout du monde, dans cette région-là du monde. Le deuxième truc, c'est que toujours dans un contexte de la Chine, mais aussi on va envoyer des soldats à l'autre bout du monde, c'est pas l'autre bout du monde, mais quand tu menaces Poutine d'envoyer des soldats, faut quand même que tu montres que ton unité d'intervention, que tu as la capacité d'intervenir n'importe où dans le monde. C'est un message fort quand même. Si tu arrives à l'envoyer en Nouvelle-Calédonie, tu te dis, effectivement, Mariupol, c'est à côté en fait. Odessa, c'est à côté. Donc là, c'est pas la même ambiance. Donc, il a aussi un message très fort, sachant que vis-à-vis de la Russie, on passe pour des tocards en permanence, parce que je vous renverrai un podcast qu'on avait fait, je crois, l'été dernier, avec tout le Mali, la Centrafrique, et on a tout perdu, entre guillemets, au profit de Wagner.
la situation aujourd'hui est désastreuse. Ça, Macron, il emporte le bilan, de toute façon. Oui, la situation aujourd'hui est désastreuse. Wagner a été accusé il y a 2-3 jours d'avoir abattu des civils sommairement. Ils sont en train de se rendre compte que c'était pas un bon concept. Mais quand tu décides de soutenir, d'être en accord avec des manifestants, avec 100 manifestants qui ont des drapeaux russes d'ailleurs dans ta manifestation, et dire que c'est suffisant pour que tu doives quitter le pays pour faire des alliances politiques après derrière au Parlement, après derrière, faut pas être surpris, hein. Et la Russie est un acteur d'autant plus important que dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, l'Azerbaïdjan, qui est donc une... Ou alors ça, je m'y attendais pas, là, pour république, le coup. Moi non plus. Je savais même pas que ça existait. Non, c'est pas vrai. Je savais que l'Azerbaïdjan, ça existait, mais je savais même pas qu'ils avaient des liens, en fait. Avec la Russie Non, que l'Azerbaïdjan avait des liens avec les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Alors, avec les indépendantistes, moi, qu'ils avaient financé des trucs et tout. Moi, je savais pas avant les événements là. Ça, je l'ai découvert avec l'Azerbaïdjan est aussi un pays allié très proche de la Russie. Oui, ça, je savais. C'est la communauté des États. Voilà. De l'ancienne URSS. C'est même la Russie qui a amené des forces de l'ordre en Azerbaïdjan pour calmer je sais pas quelle manif ou truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on commence à faire du commerce avec la Mongolie, parce qu'ils ont à peu près les mêmes terres, et notamment il y a vachement de nucléaire aussi, je sais pas, le truc qu'on trouve dans le sol pour faire du nucléaire en Azerbaïdjan. Ouais, l'uranium, voilà. Donc bref, mais il y a l'Azerbaïdjan, donc la Russie ne se gêne pas, et on peut penser ce qu'on veut de Gérald Darmanin, mais je pense que quand il fait pas la menace, mais la déclaration qu'il fait... D'état d'urgence ? Oui, parce que si, il y a l'état d'urgence. Vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Ah, j'ai pas vu. C'est que, il a dit qu'en gros, vraiment, ils avaient un rôle à jouer, quoi. Waouh, ça c'est gros, ça. Hein. Non, mais ça veut dire qu'il a quand même il se base sur des trucs. Il y a des rapports de la DGSE, extérieur. Il y a des rapports, il y a des trucs qui existent. C'est pas infondé. Les gens de ce niveau-là, dans le sens, ce n'est pas le président, des gens de ce niveau-là ne vont pas faire des déclarations folles comme ça s'ils ne sont pas soutenus par des faits ou s'ils ne sont pas soutenus par des renseignements existants. Le président peut dire n'importe quoi parce que finalement il engage la parole de la France et on va pouvoir créer entre guillemets des preuves. Les ministres, à mon avis, ça engage aussi pas mal. Hein. Mais moins quand même. Puis lui, il joue sa place. Ouais. Macron, au pire, il dit n'importe quoi. Personne ne va les situer. Darmanin, il peut avoir la lettre de démission remise demain sur le bureau. Donc, voilà, la Russie ne se gêne pas pour aller encore jouer dans notre cour. Et là, pour l'Afrique, c'était très débattable de savoir est-ce que c'était notre cour. La Nouvelle-Calédonie, du point de vue... de tout, hein, souveraineté. De tout point de vue, souveraineté, ça reste la cour de la France pour l'instant. Donc, il y a aussi ce message-là qu'il faut qu'il soit violent. Et le dernier point, c'est les JO, où il faut quand même qu'ils montrent qu'entre les émeutes qu'on a un jour sur deux, les émeutes de Naël, qui ont quand même marqué bien les médias, et il ne faudra pas oublier que la France n'a pas été en mesure de convaincre les services, le MI6, de convaincre les services secrets anglais, que le roi était en sécurité à Paris. Ça, c'est quand même... Qui ça ? Quand ça ? Quand il y a eu les émeutes de Naël, Charles III... Ah, le roi. Je croyais que tu parlais de Macron. Non, les services secrets anglais, le MI6, ils ont décalé la visite. Et ça, en termes de sécurité, c'est que ça craint quand même de fou, pour que des services secrets disent « ça craint trop ». Ça craint trop, c'est le pays à côté, mais ça craint trop. On peut l'extrader en 20 minutes, il peut être de l'autre côté de la Manche, ça craint trop. Que donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a effectivement la Nouvelle-Calédonie qui remet sur le truc que on peut brûler un peu des bagnoles comme on veut, on peut, tu sais, va falloir qu'il soit quand même, qu'il montre qu'il est de la... pas qu'il est de la force, mais que... Oui, de la force. Les JO peuvent être du coup le terrain où là, la Russie, la Chine, n'importe quel mec aussi qui a les Black Blocs. Voilà, ceux-là, j'arrive pas à dire leur nom, se disent c'est le moment de foutre le bordel. Mais c'est le moment d'affaiblir la France. Je pense que ce qui s'est instauré un peu en France ces derniers temps, c'est que si jamais toi, tu brûles une bagnole demain, tu tombes sous le coup de la justice. Donc tu te fais rattraper. Par contre, si on commence à être une petite bande ou qu'on commence à avoir une revendication qui est un peu à la mode, là d'un coup ça devient un mouvement social qui est contestataire et qui d'un coup de facto devient légitime dans l'espace public. Quand tu vois que quand même l'extrême LFI Raïda Sessi, Rima Hassan, merci, pardon. Putain, aujourd'hui t'as pas les noms, hein, c'est fiou. Elle a réussi à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Alors, point de précision. Elle se base. J'ai peut-être dit une connerie parce que moi je suis pas allé voir tant que ça ce qu'elle avait dit derrière. Parce que je trouve ça super important.
parce qu'après elle a été convoquée à la police, et même si je suis pas du tout un soutien de Mathilde Panot, très loin. C'est juste que la France reconnaît ça comme une organisation terroriste, quoi. Oui, Donc, non, alors totalement. Et moi, enfin. Alors après on me dira oui, mais ça dépend, le terrorisme. Si c'était des gentils, on n'aurait pas appelé ça des terroristes. C'est par rapport au C'est statut faux. à l'ONU. En gros, pourquoi? Alors, Mathilde Panot a critiqué le fait que elle et Rima Hassan étaient convoqués à la police en disant mais quelle démocratie a le Pour premier parti apologie du d'opposition, terrorisme, voilà, c'est ça le premier parti d'opposition qui est envoyé à la police. Tout le monde oui, est je le m'en premier souviens, parti ça, d'opposition maintenant. C'est Voilà. vrai, hein. FN. Non, moi j'arriverai jamais. Je Le crois. RN dit ça, et, LFI dit ça, bref, on s'en fout. Donc elle fait un scandale à propos de ça, Rima Hassan aussi est entendue, et puis moi je suis en mode, bah tu sais quoi, genre allons au-delà de l'effet de com', c'est vrai que le fait que des leaders politiques soient entendus par la police, même si les propos sont choquants, bah ça vaut intérêt. Donc allons voir. Et Rima Hassan, quelle est sa défense? Rima Hassan, elle dit, écoutez, déjà, premier, ça venait de l'entrevue au Crayon, donc qui est un média, maintenant, qui fait des entrevues, etc., où ils ont coupé la suite de ma phrase. Parce que c'est des formats courts où ils essayent de faire ça sur Instagram. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle disait dans la suite? En fait, elle se base sur... Alors, je suis pas sûr, donc il faut vraiment écouter. Donc, allez regarder rapidement. Elle a très bien expliqué. C'est pas une résolution de l'ONU, c'est pas une déclaration de l'ONU, c'est un statut, enfin un truc comme ça, parce que faire attention, l'ONU a différents instruments pour annoncer des choses. Puis c'est pas les mêmes types de personnes, c'est pas les mêmes forces. Mais qui a reconnu que dans certaines compétences, pas loin d'être celle du militaire ou des choses comme ça, mais de l'approvisionnement, je pense, en nourriture. Je crois que c'est sa défense. Vraiment, allez vérifier, mais c'est pour expliquer, pour donner du contexte. Le Hamas servait de mouvement de résistance face à Israël ou des choses comme ça. Et donc, en fait, toute la suite qui est que elle ne se base pas par rapport à sa lecture, parce qu'elle, donc, elle est descendante de Palestine, qui n'est pas donc sa lecture, mais qui est en fait celle où elle se base sur le droit international. C'est pareil quand elle dit qu'Israël a commis un génocide, elle se base sur la décision de la cour pénale, hein, de les mettre pour génocide. Ouais. Qui a dit qu'il y avait un risque de génocide et qu'il fallait éviter ce dernier en faisant X ou Y ou en ne faisant pas X ou Y. Et elle, en interprétation, elle dit, bah, écoutez, n'ayant pas respecté le rendu du tribunal, ils se rendent coupables de X ou Y. Donc, je comprends, ça fait mal, ça paraît mal quand tu dis ça, et c'est vrai, si t'es un peu intelligent, tu dis pas, c'est un mouvement de résistance. Tu essayes de, voilà. Mais en ayant été coupé, tu comprends comme que c'est pas le fond de la pensée. Bah, en France, malheureusement, le mot résistance a été galvaudé et utilisé de long, large et en travers par le général de Gaulle, qui fait en sorte que la résistance, c'est... le bien contre le mal. C'est littéralement le bien contre le mal, mais c'est, voilà, on dira pas le N-word, pas celui auquel vous pensez, l'autre, pour éviter la démonétisation, quoique peut-être on a déjà tout perdu. Voilà, c'est l'Allemagne de 1940 contre les pires ignominies de la Terre, tu vois. C'est ça. Donc après, je veux dire, tu vois vraiment des voix dans les médias qui pensent que Israël, c'est la même chose, ce qu'ils sont actuellement en train de faire, tu vois. Donc bon, mais c'est vrai que acte de résistance, ça fait très brave. Oui, et puis après, c'est sûr que Adrien Quatennens a eu des propos qui étaient inacceptables également, en disant que... alors attends, c'était quoi? Adrien Quatennens, c'était que oui, que le 7 octobre n'est pas tombé du ciel. Non, effectivement. Voilà. Et que il y a... Enfin, grosso modo, pareil. Alors après, tu peux surcontextualiser en disant que... Voilà, mais... Le problème, c'est que comment ça paraît que Israël l'a cherché. Bref, on va pas du tout partir sur ce genre de débat. Peut-être un jour on fera un épisode d'Israël. Mais le fait est que les partis ont très rapidement politisé ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et ça a été un petit peu dommage. Mais je sais pas si tu voulais pas qu'on file sur l'Ukraine. Non, mais par contre, ce que tu disais, c'était très intéressant sur le fait qu'effectivement, dès qu'il y a une revendication aussi perdue soit-elle et éloignée de ta réalité soit-elle, parce que je veux dire, au bout d'un moment, les mots, ils ont quand même un sens. C'est très boomer de dire ça, mais c'est très vrai. La Nouvelle-Calédonie est un projet de décolonisation qui a peut-être raté, mais un des projets de décolonisation les plus aboutis au monde. Ah bah oui. Hein. Faut vous rendre compte que actuellement, les colonisés ont plus de droits que les colonisateurs. C'est-à-dire que sur le sol de la Nouvelle-Calédonie,
ils ont le droit de vote, là où un Français ne l'a pas. Donc on est quand même dans un contexte où le droit le plus fondamental... Et ils sont reconnus comme Français. Ils sont reconnus comme Français. Leur droit est reconnu. J'entendais un exemple justement de gens que je connais sur place qui me disaient que, par exemple, quand un Kanak, lui, il y a un décès dans sa famille, c'est pas les vacances françaises qui priment. Il a le droit automatiquement, entre guillemets, à 2 semaines de vacances parce qu'il y a vachement de rites à faire, etc. Le mariage, pareil, il passe pas par la mairie, il passe par... Et le droit Kanak est donc supérieur au droit français dans certains domaines civils. On a la France a rendu vachement de terres. Alors après, évidemment, il y a des terres qui sont pas possibles d'être rendues. Par exemple, c'est comme au Canada, quand on dit Ottawa ou Montréal ne sont pas des terres rendues. Oui, mais les rendre, ça serait très très compliqué à les rendre aujourd'hui. Mais tout ce qui a pu être rendu hors des grands centres a été quasiment rendu. Sachez que vous n'avez pas le droit de vous y rendre. Il faut l'accord des personnes sur place et faire certains rites pour pouvoir y aller. Même en randonnée, même si vous passez pas très loin, vous pouvez pas y aller. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a le Sénat coutumier, donc qui n'a pas le droit de vote, mais qui permet donc quand même d'influencer énormément le pouvoir politique. Ils ont des bourses et pour aller à l'école. Tout est pris en charge par la France aussi, l'éducation, la médecine, ils ont accès à la même médecine qu'on a en France, etc. Vous prenez par exemple Mayotte ou n'importe qui, c'est pas la même ambiance. Genre la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu, idéalement, en sciences politiques, toutes les mesures qu'on pourrait faire en tant que démocratie pour faire une sorte de vision réparatrice, t'as l'impression que la Nouvelle-Calédonie l'a eu, quoi. Et là où ils ont péché, c'est dans les référendums. Alors on leur a donné deux référendums parce que le dernier, à la rigueur, tu peux quand même dire le 2021. Il a été reconnu pareil. Tu peux... S'ils étaient rentrés dans un débat en disant on en veut un autre, c'est différent. Tu vois, là, ils sont tous rentrés dans la violence, mais en disant ils avaient demandé à le repousser, mais ils avaient demandé trop tard par rapport aux échéanciers. Puis voilà, ils ont quand même eu 2 référendums. Si vous êtes québécois, vous savez que 2 référendums, généralement, ça peut mettre fin. Surtout qu'ils avaient quand même assez bien pensé leur référendum parce qu'il y avait du temps entre et tout. Et en plus, c'était 2021. Ils mettent le Covid comme truc, aussi. Mais c'est ça. On a eu des élections en France en 2020. Oui, mais parce que leur période de commémoration des morts n'est pas du tout la même qu'en France. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient pas aller voter en partie. Mais en termes de crise sanitaire, ça ne posait pas un problème sanitaire d'aller voter. Oui, mais donc le débat pour moi, la Nouvelle-Calédonie ne devrait pas être sur c'est une guerre de décolonisation qu'on est en train de vivre ou en tout cas ils sont en train de se battre pour la décolonisation. C'est non. Le modèle qu'on a prôné de décolonisation n'a pas marché. Il est avec eux en plus qu'on l'a fait. On l'a fait en commun. Après, on pourra toujours te mettre en exergue qu'on a toujours le gros bout du bâton parce qu'on a l'argent, etc. Mais c'est aussi parce que on les a quand même mis à la table de négociation, etc. Et il n'a pas marché. Et au lieu de se dire, tiens, pourquoi ça n'a pas marché et comment on pourrait l'améliorer, comment on pourrait faire en sorte que toutes les parties soient satisfaites et comment faire en sorte d'éliminer la violence dans un processus de décolonisation qui serait l'idéal à terme et qui bénéficie tout le monde, on ne s'est pas posé la question. Il a été pollué instantanément par les émeutiers, la violence exécrable et instantanée, tout brûlé pour 2 milliards, je crois, de dégâts pour l'instant. C'est où il prévoit 2 milliards. Quand même, là, pour l'instant. Où il prévoit 2 milliards. En 3 jours, c'est plus de 250 millions. Donc ça, c'est ce qui a été... Mais le pire, c'est que c'est un territoire qui n'a pas tellement de... Évidemment, mais comme tous les territoires d'outre-mer, tu peux pas trop te permettre de perdre ces infrastructures, tu peux pas trop te permettre de perdre toute cette nourriture, etc. Non, parce que si demain il y a l'indépendance, la France fera ce qu'elle a fait avec le Bénin ou ce qu'elle fait souvent avec plein d'autres pays. Ah mais t'as plus rien à voir avec nous, bye hein. Au revoir. Bah oui. Et donc tu auras perdu toutes les bénéfices. Alors après... Mais surtout que s'il n'y a pas d'indépendance là demain, va falloir tout reconstruire. Après t'as beaucoup de gens, les gens qui sont très extrêmes ne veulent carrément pas du modèle occidental aussi. C'est-à-dire on peut tout brûler, c'est pas grave, on va redevenir chasseur-cueilleur. Genre, il y a aussi un rejet Je me demande combien il représente, tu vois, parce que tout l'intérêt aussi d'une démocratie, c'est de faire en sorte qu'une minorité ne gouverne pas sur une majorité. Mais il y a des choses qui te glacent le sang. Il y a une fille, par exemple, elle était devant des médias et on lui dit vous êtes enceinte, vous vous rendez compte que si vous brûlez l'hôpital, vous ne pourrez pas accoucher. Et vous risquez donc la mort de votre enfant, vous. Elle a répondu droit dans les yeux j'en ferai un autre. Non, mais c'est pour te dire aussi le degré de certaines personnes. Des dingos, t'en trouveras toujours. Oui. Quel que soit le combat, quelle que soit la cause, quel que soit le peuple. Mais donc à la fin, le problème, c'est que moi, je pense encore une fois, à tous ceux qui habitent là-bas, qu'ils soient à Kanak ou qu'ils soient
Le problème, c'est qu'on Mais il y a en a amené plein. un, C'est on qu'il y a a amené un plein, débat Kanak versus Blanc qui, moi, Moi aussi. me parce que gêne tellement. Ce que les médias n'ont pas montré, France Info par exemple, ce qu'a pas montré, c'était un peu dommage, c'est qu'il y a dans plein de communautés, à l'extérieur de Nouméa, les Kanaks ont pris des colons blancs du coup, sur leur terre pour leur dire, pour protéger les pour gens. protéger. Et je connais Faut pas croire que personnellement tous les aussi. Kanaks sont indépendantistes et violents, hein, loin de Je là. connais hein. personnellement quelqu'un qui emploie quasiment que des Kanaks. Et ben ils ont défendu l'usine alors que c'est un bon colon blanc aux yeux des trucs pour dire bah non on veut pas perdre notre taf et tout. Mais c'est ça. C'est que le mouvement à l'intérieur il est ultra fracturé aussi. Et au lieu de se poser la question bah comment on pourrait unifier des mouvements qui veulent mettre vraiment bah, cette question elle serait valide pour le Canada aussi. Hein. Comment on ferait en sorte pour réunir la coutume et le pas le pardon mais tu sais comment faire en sorte de La réconciliation. la réconciliation, c'est le mot que je cherchais, versus les gens qui sont nés là. Et je reviendrai sur ça et peut-être on passera au sujet après vite fait. Les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais eu le droit de vote, qui ont connu que la Nouvelle-Calédonie, qui sont donc les Calédoniens. Ah bah oui, qui sont Eux, plus, c'est quoi leur vie demain? ouais. Et si vous avez dû quitter leur terre et si vous êtes de gauche, vous savez très bien que si on veut accepter des réfugiés, c'est parce qu'on est conscient du fait que c'est un traumatisme de perdre sa terre. C'est un traumatisme qui est inconcevable. C'est comme quand vous avez un enfant, vous perdez votre enfant. Si vous n'êtes pas parent, vous ne pouvez pas comprendre le traumatisme que c'est. Des gens vraiment meurent de chagrin d'avoir perdu leur terre. Genre. Ils sont désespérés quand tu perds tout. Et que donc ces gens-là, qui représentent une certaine partie de la population, la gauche aujourd'hui leur dit démerdez-vous. Et je trouve ça aberrant de mais dire c'est ça, toujours gens, ce qu'elle a dit. démerdez-vous. C'est toujours ce qu'elle a dit à tous. Hein. Et moi, je te dis, les années 60, c'était le même discours porté par les mêmes groupes politiques. La même chose. On a toujours dit à ceux qui étaient pris un peu entre le marteau et l'enclume, qui sont pas les fauteurs de troubles, ils s'entendent très bien avec la population locale. Voilà, ils sont nés là, ils ont vécu là, ils ont toujours travaillé, ils ont été à l'école avec, ils ont des relations qui sont pacifiques, il n'y a pas des relations de dominant-dominé, des choses comme ça. Ah ben en fait, c'est toi le problème. C'est toi l'enjeu, puis c'est parce que ta famille a fait ça il y a 200 ans. Que voilà, c'est comme si on reprochait à un Allemand, voilà ce qui s'était passé en 40. La même affaire. Bah c'est pour ça que le modèle allemand, moi je trouve, il est quand même... Plus ça va, plus je le trouve bien pensé. Oui, sauf... Alors ça oui, mais il y a un truc sur lequel ils sont pas bons, c'est la réconciliation Est-Ouest. Parce qu'aujourd'hui encore, tu vois des différences. C'est ça qui est fou. Mais bref, là on s'éloigne. Mais sur le principe de dire... et ça, c'est vraiment... Et malheureusement, on stigmatise... Non, même pas. On cible un parti en particulier d'extrême gauche, mais c'est vraiment cette voix qui, je trouve, rajoute de l'huile sur le feu. Parce qu'ils pensent que vraiment... Mais en plus, les députés viennent même pas de leur bord. Donc, de locaux sont même pas de leur bord. Donc, ça n'a aucun rapport. Mais c'est vraiment l'idée de dire qu'en fait, il y a un méchant blanc versus un gentil Kanak. Sachant qu'ils sont tous blancs, ces gens-là. Hein. Mais oui, alors déjà, oui. Fascinant, quasiment. Ça, c'est, en termes de... C'est quoi le white saviorism? Ouais. C'est pas mal, ça, là-dedans. Mais c'est au-delà de ramener un espèce de noir versus blanc qui, moi, je trouve tellement, en 2024, gênant. Tu ne peux plus ramener ce genre de débat. Surtout quand, il n'est pas vrai. Parce que, encore une fois, les Kanaks sont pas tous indépendantistes, les Blancs sont pas tous pro, etc. Mais, en plus, qui ne fait que essayer de faire regarder les communautés les unes contre les autres. Par exemple, le vrai problème de colonie qu'on a par exemple aujourd'hui à la rigueur, qui est descendant directement des colonies, ça va être par exemple les usines de nickel par exemple, ou le nickel en tant que tel, où là c'est maintenu par la France et c'est un héritage complet de la colonie, et où finalement les Calédoniens, comme un peu les Africains qui le font finalement et qui est vrai, hein, qui se disent pourquoi on ne peut pas avoir un retour sur nos propres ressources et pourquoi on ne peut pas les gérer nous-mêmes, pourquoi c'est des compagnies étrangères qui viennent à nos yeux, qui sont étrangères, qui viennent les prendre, tu vois. Sauf que là, c'est les Françaises. On n'est pas... Mais il y a un peu quand même ces notaires, quoi, à la base. On n'a pas vraiment signé un accord pour que vous exploitez nos terres, sachant que dans la culture calédonienne, comme dans la culture autochtone canadienne, la terre, c'est sacré. Donc là, tu viens de dénaturer le pire truc. Surtout que les mines, c'est pas le truc qui va... Ouais, et par exemple, qui a protégé le territoire. C'est pas le meilleur modèle, mais par exemple, au lieu de penser au modèle de l'Alberta, où tu as une redevance qui est donnée pour les gens qui sont sur la terre parce qu'on exploite leur terre, le pétrole, à travers leurs impôts, tu vois, ce modèle-là, il n'existe pas, tu vois, mais le fond du problème, il est vrai, c'est ça qui est frustrant, c'est que le fond du problème, c'est un héritage purement colonial, et ça, on peut pas le dénier. Le fond de pourquoi le parti indépendantiste calédonien existe, il est bon, il est vrai, il est cohérent, il a un projet. Mais, genre... tout l'appareil politique autour et toute la violence qui en découle est terrible, quoi. Mais c'est, encore une fois, on arrive toujours, et ça je pense que c'est général sur tous les trucs,
on finira peut-être le sujet là-dessus, c'est de manière générale, pour toute revendication, quelle qu'elle soit, quel que soit le bord, comme on a dit au début, est-ce qu'on entendait les revendications avant qu'ils passent à la violence ? Est-ce que la violence est finalement le seul moyen de faire en sorte que ta violence soit entendue du grand public et vienne à l'agenda ? Dans une société, les agriculteurs, dans une société spectacle, où on met que de l'avant ça dans les médias, en vrai, si tu veux que ça devienne un sujet national, c'est quasiment ta seule force. Hein. Oui, mais regarde, par exemple, je veux dire, les agriculteurs, bon, ils ont balancé du purin sur des autoroutes trucs, donc, et tout, quand même. Mais ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien détruit, ils ont sali les préfectures, etc. Là, pour le coup, ça, c'était pas cool, mais ils n'ont pas tapé, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas tué, ils ont fait chier, oui. Mais il n'y a personne qui a perdu la vie, qui a perdu un œil ou qui a perdu quoi que ce soit. Dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, il ne serait pas entendu. Non, mais c'est ça aussi. Pas, entre guillemets. C'est l'idée de trouver les formes de contestation. 3/4 des gens ne savaient pas où était la Nouvelle-Calédonie il y a 3 jours. Oui, mais ça, et c'est le aujourd'hui, problème. ils se font tous des pros experts. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu des morts et des. Oui. Et que ça a brûlé. Mais justement, c'est la question. C'est le fait de dire, quel type de violence ou quel type de revendication on peut accepter ? Quelle est la limite à pas franchir ? Ou alors, faire ça plus intelligemment, quels sont les moyens de contestation les plus impactants pour pouvoir atteindre ton but sans te faire classer de violent ? Parce que on l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, sur le principe, tout le monde était d'accord. Toutes les revendications, en plus, il n'y avait pas de tête de parti, il n'y avait pas de leader politique qui refusait les trucs et tout machin. Oui, le prix de l'essence, tout le monde veut qu'il baisse. Mais ils reconnaissaient qu'il y avait un côté environnemental qui était nécessaire, donc il fallait travailler là-dessus. Il y avait des questions de répartition des biens, il y avait des questions de services publics, il y avait des questions des pompiers, des infirmières. Tout le monde était d'accord là-dessus. Le seul problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont allés caillasser l'Arc de Triomphe. Ils sont allés taper les CRS. Ils sont allés casser les vitrines. Et là, c'était terminé. On ne pouvait plus les entendre. Leurs revendications étaient légitimes, mais ça s'est perdu dans la violence. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, est-ce que les infirmières, elles vivent mieux ? Est-ce que les pompiers vivent mieux ? Est-ce que les policiers vivent mieux ? Non. Est-ce qu'ils en parlent ? Oui. Mais sans cette violence, ça vient pas sur l'agenda politique. Oui, c'est ça. C'est qu'après, comment tu fais pour te faire entendre ? Et t'as l'impression que le pouvoir ne s'intéresse que le pouvoir... Mais je pense que les agriculteurs ont montré quelque chose qu'il faudrait travailler. Ils ont montré que aujourd'hui, si nous, on arrête de travailler, vous ne mangez plus. Alors, oui, on va continuer parce que on a l'importation, etc. c'est les contrôleurs aériens ou les raffineurs... Mais les contrôleurs aériens, c'était pareil. Les raffineurs de pétrole, pareil. Les raffineries de pétrole aussi. Et c'est là où aussi dans des trucs névralgiques. Si t'es un pauvre agent de sécurité... Tout est névralgique. Regarde, mettons, tu prends les notaires. Si demain, tous les notaires disent « on arrête de travailler », ce qu'ils ont menacé de faire pendant la loi Macron. T'as plus un acte de vente de biens immobiliers, t'as plus un mariage, t'as plus un divorce, t'as plus un contrat de mariage, tout ce qui est officiel, tout s'arrête. Mais prends les comptables, tout pareil. Tous les corps de métier, s'ils sont pas des fake jobs, là, je sais plus comment on appelle ça. Mais par exemple, tu serais prêt à pousser la logique jusque pour les infirmières ? Parce que là, il y aura des morts. Dans les hôpitaux, et même tout simplement pour le manque de soins que ça va créer, etc. Ils ont fait ça très bien, c'est-à-dire qu'ils disent on va assurer le service minimum. C'est ce que Sarko avait mis. Comme l'État peut vivre longtemps, vous craquerez avant, puisque le service minimum, vous allez quand même faire le minimum. Ils vont faire... Non, le service minimum, ça veut dire que clairement, on va pas pouvoir traiter tout. Et clairement, il va y avoir des dégâts, mais nous, on a fait le minimum qui était requis pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Ça sera une forme de violence, parce que l'État le laissera faire. Ah oui, mais... Et ils vont attendre qu'il y ait des morts, et quand il y aura des morts, là on en revient à la violence. Ah mais c'est pareil, les agriculteurs, s'ils avaient continué et qu'ils avaient bloqué les importations. Non mais honnêtement, je sais pas comment tu peux avoir des mouvements sociaux aujourd'hui, dans un espace aussi polarisé et aussi instrumentalisé par tout le monde, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'extrême droite aussi en France, mais elle sait bien récupérer ça tout de suite, parce qu'ils sont très populaires aussi dans les... maintenant ils bouffent à toutes les tables, de toute façon. C'est pas un dom-tom, la Nouvelle-Calédonie, c'est genre un département, je sais pas ce que c'est exactement son statut. C'est un territoire, je crois. C'est un territoire ? Je crois. Je sais plus, mais je sais que ça pose problème, ces appellations. Ouais, c'est pas... Oui, mais c'est pas comme... je crois que c'est pas comme la Guadeloupe, par exemple, ou la Réunion. Non, pas du tout. Administrativement parlant, c'est pas la même chose. Pas du tout. Mais ils sont quand même très populaires dans les îles, etc. Ils sont populaires surtout à Mayotte. Ouais, Mayotte et en Guadeloupe. Ils veulent mettre la violence en réponse à la violence, c'est vrai. Mais ils ont quand même bien fait leur beurre, et donc tu te dis, ils vont tellement l'instrumentaliser, tellement faire ça,
que forcément ça va amener tout de suite à des violences. Et en plus, ces violences-là vont être encouragées ou vraiment découragées, dans le sens qu'elles vont vraiment être encouragées par un parti, on va se dire bon, on a raison de faire ça, et vraiment découragées par une classe politique, et donc sûrement que les émeutiers vont quand même se dire bon, on a raison de le faire. Sinon, ils voudraient pas tant que ça le faire, tu vois. Donc vraiment, c'est très, très problématique. Il y a un État, c'est pour ça que j'avais ouvert tout à l'heure le sujet en parlant du monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que l'État, normalement, est le seul, grande théorie politique, pas idée personnelle, qui a le droit d'utiliser la violence pour... Qui est légitime dans son utilisation de la violence. En gros, il a le droit de tabasser des gens et pas vous, pour faire simple. Et il a le droit d'organiser... En gros, si tu dois taper ton voisin, tu passes par l'État. Exactement, voilà. Plus pour ça. Mais donc, il peut l'utiliser, mais tu te dis c'est une règle qui est indéniable, qui est que la violence entraîne la violence, quoi. Donc, plus l'État va utiliser la violence... Ça, c'est de la théorie politique intéressante. Pour moi, plus les gens vont répondre violemment. Parce que tu vas les radicaliser de plus en plus, normalement, a priori. Ou alors, ils vont s'éteindre, mais ils vont s'éteindre dans une répression. Et donc, quand tu es en répression... Le mouvement peut mourir aussi de lui-même. Hein. Regarde Naël, on n'a pas réussi à taper, on n'a pas réussi à éteindre ça avec... Pour moi, c'est de la poussière sur le tapis, où tout finira, au bout d'un certain temps, je pense, et ça c'est mon avis perso qui est basé sur rien, par remonter. Un jour, je pense qu'il y aura... Mais la colère de Naël, elle était amplifiée par la LFI et par des gars qui voulaient taper, mais il n'y avait rien de... Voilà. Je défends pas ce mouvement-là, mais la colère de Naël, de Traoré, des banlieues de 2005, je crois que tous ces trucs-là, ça crée la division sociale qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Et un jour, je pense que pourrait y avoir, en tout cas, il y a les bases d'un affrontement vraiment violent. Ah oui, qui se dessine de plus en plus. Comme partout, hein, comme je te dirais en... Parce que le petit sel sur le steak qui finit ça, c'est que les endroits où cette violence se divise, qui sont les banlieues, sont aussi des endroits très armés. Mais c'était ça aussi qui a fondé la commune. Hein. C'est ça qui fonde justement... Mais c'est le problème des grands centres urbains d'ailleurs de manière générale. C'est très intéressant de dire Hugo à ce niveau-là. Oui. C'est que tu vois, quand il y a une division, et ça c'est ce qui est en train de se produire de plus en plus, une division très claire entre la bourgeoisie qui vit une vie assez paisible et dans son petit coin, même minoritaire, mais qui a un très grand pouvoir, versus une part majoritaire de gens qui vivent dans, pas forcément la misère, mais justement cette espèce d'entre-deux misère qui leur permet de voir demain mais pas après-demain, c'est là où tu as le clash. C'est là où justement il y a une rupture, et cette rupture elle peut amener à quelque chose qui est très difficile, parce que cette part minime de bourgeoisie a l'État derrière lui. Parce que l'État veut l'ordre, parce que l'État veut la sécurité, parce que l'État, souvent, il provient de cette minorité. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est parce que finalement, tu dis, mais attends, on est plus nombreux, on est dans un État démocratique, on est quasiment tous d'accord, plus ou moins ish, et pour autant, on n'arrive pas à faire changer les choses. On va arrondir les angles. Et c'est pas les nôtres qui sont au pouvoir. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment ça se fait que c'est l'élite parisienne qui est au pouvoir, alors que Paris, c'est rien par rapport à la France. C'est 1/6 de la France. Et pour peu que tu auras des gens dans la bourgeoisie qui sont un peu élites, mais qui sont un peu compatissants aussi, ou qui ont des liens tout simplement avec ces gens-là, et qui va ou reconnaître leur potentiel, et je penserai notamment à ton cher ami Napoléon, par exemple, dans son rôle dans la Révolution, tu vois, où ça a été quand même quelqu'un... Il n'était pas noble, mais il connaissait la misère, et comme il connaissait la misère, il avait quand même une empathie plus grande, malgré qu'il aurait pu très bien se ranger de l'autre côté, en défendant l'État. Il a choisi, et donc... Ça fait parmi les acteurs où tu te dis, oui, lui, il avait vraiment pas besoin de prendre ce chemin-là. Tu te dis, si ces gens-là, en plus, sont encouragés dans le truc, et c'est ce que fait la gauche actuellement. Totalement. Ils encouragent Et donc, c'est pour ça que je te dis que la violence entraîne la violence, parce que même quand elle s'éteint, pour moi, elle ne s'éteint pas vraiment. Tu vois ? Et je pense qu'il va y avoir à un moment ou à un autre ça. Mais pense à mai 68. Mai 68, c'est très drôle, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de mort. C'est vrai ? Ouais. Putain, j'aurais dit qu'il y aurait... C'est fou pas beaucoup, quand on y pense. Mais j'aurais dit, tu vois, 10-15 morts. Un mort est déjà trop, mais j'aurais dit, tu vois... Attends, je vais te dire, nombre de blessés. Il y a eu des blessés. Parce qu'avec les pavés qui s'envoyaient quand même et tout, un bon pavé calé dans l'arcade... Il y a eu 300 policiers blessés et 422 arrestations. Alors ça, c'est Wikipédia très... Il a pris il y a un auteur qui a pris un parti, parce qu'en notant que les policiers blessés et pas les manifestants, c'est un peu problématique. Mais t'as moyen d'avoir des grands
des grands mouvements. Alors bon, c'était très Oui, mais haut. parce que t'as une classe politique qui s'est quasiment tout de suite mis à la table. Très rapidement. Parce que c'est mai 68. C'est en un mois et demi. Ce qui, Ouais, à mais- l'échelle politique, est très rapide. C'est Bah, comme... Naël, ça a duré 2 semaines. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si les premières revendications qu'il y avait eu dans les début des années 2000, l'État avait dit, OK, on va prendre le problème des banlieues à bras-le-corps. On va asseoir tous les mecs de banlieue, tous les grands ténors des banlieues, là, tous ceux qui tiennent, En vrai, ils l'ont fait. tous les élus, tous ces trucs-là et tout. Non, mais pas des, En vrai, pas ils des l'ont Pasqua, fait, ça pas, a pas- des, ouais, mais- pas des gens comme ça, des gens des banlieues. Ça a raté, mais ils l'ont fait. Parce qu'ils ont fait asseoir tous les gens de mai 68, ils ont fait asseoir tous les leaders de ces trucs-là aussi. Puis aussi en 2012, t'as eu le Québec aussi, qui est un bon exemple. Mais ils ont fait asseoir GND à la table. Bon, alors, le Québec, Non, mais la à revendication, c'était les Les droits de scolarité. droits de scolarité. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à va. l'échelle de la société, c'était très grand. Je me tiens pas droit. Donc, s'ils avaient dit on va prendre tous les gens des banlieues et on va se mettre tous d'accord, et là, on va ressortir avec des plans, un plan national, un grand truc, et on va pas y aller par quatre chemins, et on va prendre vraiment toutes les petites frappes des banlieues, machin, les leaders, tous ceux qui ont de l'influence. On va leur donner de l'influence pour de vrai, mais on va leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt. Tu les légitimes. Moi, j'aime pas ça. Oui, mais en les légitimisant, Parce que leur cause était légitime, donc ça marchait pas. Si tu les reconnais mais institutionnellement, tu les légitimes, tu rends leur mouvement quasiment... c'est là peut-être où on normal. diverge, c'est que si une population, un assez grand nombre pour foutre le bordel dans ton pays, a une revendication, je pense que tu es dans l'obligation de la légitimiser. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, elle te retombera dessus. Et vaut mieux négocier avec elle que passer par la violence. Parce que la répression à la fin de la journée, je pense que l'État la perd. Toute répression, l'État la perd, soit politiquement, soit dans la confiance avec les citoyens, soit carrément l'État se perd. C'est plus rare, c'est une révolution. Soit tout ça. Mais je pense que s'ils ont la force de frappe de te rendre fou, comme on légitimise tout ce que vont dire les contrôleurs aériens, peu importe leur demande, parce qu'ils ont la force de frappe de annihiler ton pays, et bah t'es obligé de t'asseoir, t'es obligé de dire bon, c'est quoi ton problème, peu importe ce que c'est. Et je pense que l'État n'a pas de courage politique actuellement, et s'il y a que l'État qui peut faire ça, aucun élu peut faire ça, seulement l'État. Et Macron pourrait le faire, parce que quand tu n'es pas à être réélu, alors là vraiment tu peux faire littéralement, Oui, mais en lui- France tu peux faire ce que Ouais. tu veux. Enfin, le problème, c'est que lui, il doit préparer 2031 derrière. Donc... Mais c'est notre grand problème de démocratie, ça. C'est une démocratie, c'est une élection permanente où tu ne fais rien en espérant Bah, sauver non, les il fait meubles. pas rien. Non, Non, il mais- fait pas rien. J'abuse, en espérant sauver les meubles pour l'élection d'après. Ouais, mais non, mais aussi, oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas forcément d'accord, mais ce que je comprends aussi là-dedans, ce qui est important, c'est que en mettant de l'huile sur le feu avec l'extrême gauche, ça donne une allée d'honneur à l'État, mais malheureusement, en fait, ça incomberait à l'État, mais malheureusement, qui ne veut pas remplir ce rôle pour honnêtement des raisons que j'ignore, peut-être par esprit de conciliation, et je leur peut-être prête Plein des de mauvaises choses. intentions. La peur aussi, parce que quand tu joues ce jeu-là, si les mecs en face ils te disent bah vas-y fais-le, Ouais. alors là c'est des mois Mais c'est de que violence après, ouais. pour de vrai. Tu veux pas porter la responsabilité de ça, puis effectivement la conciliation. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un bon esprit de conciliation au début, et puis peut-être il y a un peu de peur, mais tu vois, malheureusement, ça ouvre la voie à l'extrême droite qui n'a pas peur de dire certaines choses, et c'est pas bien forcément de ne pas avoir peur de dire les choses, parce qu'il y a certaines choses qui sont pas proactives, il y a certaines choses qui sont pas efficaces, ou utiles, ou nécessaires, mais en se rangeant du côté de l'ordre, eh bien en fait ils se mettent en... C'est facile d'être dans la critique. C'est facile de dire, bah regardez, eux, ils prônent le désordre, l'État ne fait rien et c'est le désordre. Nous sommes du côté de l'ordre. Ah bah ça c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, ils se rejoignent très bien sur ça. Voilà. Mais d'un ordre Ils se différent. nourrissent. Mais c'est l'État prône le désordre, enfin contribue à augmenter ce désordre-là, nous on va réparer ce désordre-là. Et là tu sais, on a des élections dans 1 mois maintenant. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que bon, les Français sont très loin des problèmes de Nouméa. Je pense pas que Nouméa va influencer quoi que ce soit dans l'élection européenne. Non mais alors, c'est du tout. l'image d'un Mais État c'est l'image. faible, Voilà, encore et toujours, en permanence. exactement. D'un État qui se laisse avoir. Et c'est pour ça que les jeux... Alors que c'est pas forcément une preuve de faiblesse, c'est juste que ça a pété. Non, puis Il y a un même, moment, c'est- fallait que ça pète. C'est compliqué aussi à gérer à 17 000 km, c'est pas les mêmes mœurs, puis genre... Là, va pas se résoudre en une nuit, tu vois. Oui, puis le vote de ce changement électoral, il se serait passé le 11 juin plutôt que maintenant.
Tu sais, il y a Oui, des on hasards sait de calendrier pas, des on sait fois pas, qui oui, font si que ça aurait fait ce mouvement-là, oui. parce que ça a pété, voilà, le lendemain du vote La de veille, ça. je crois même. Non, le lendemain. Mais comme ils sont décalés par rapport à nous, je sais plus. Bah, Mais dans oui. tous les cas, Mais ils avaient pas encore voté. Parce que quand je t'ai envoyé les trucs, ils avaient pas encore voté, ils devaient voter dans l'après-midi. Et moi, je voulais envoyer le matin. oui. Pardon va pour le vote final. Oui, pardon. Oui, j'ai pour eu le un- vote final. Par contre, tout le processus électoral était déjà en cours depuis un moment. Il y avait déjà eu des allers-retours. Oui, oui. C'est ça. À la base, c'était pour aussi mettre la pression sur Oui. ce vote final. Mais il y a le hasard de calendrier qui fait que voilà, on a un mois des élections et à part si le gouvernement est sur une stratégie de perdre, tu sais, de vouloir perdre, faire monter le FN, montrer que le FN ne marche pas et après derrière Ça, revenir en c'est- grand héros. C'est la grande théorie de Mitterrand. Hein. Ouais. C'est Bah, c'est bien, le FN n'a jamais autant monté que depuis qu'il y a Mitterrand qui a fait ça. Donc, Mais Mitterrand a organisé le FN, a organisé la légitimation du FN. Là où il a eu son tort, Mitterrand, c'est que le FN n'avait en aucun cas la capacité de nuire à ton État. Il a légitimisé une peur inexistante pour s'en servir et s'ériger lui-même comme rempart. Le pompier pyromane. Exactement ça. D'aucuns pourraient dire Qui que maîtrise- Macron a fait la même chose. Qui maîtrise en plus les réserves d'eau. Pompier pyromane qui a tout. Ouais. Donc vraiment, il va te dire, voilà. Et Macron, mec, Macron a clairement fait ça. Je pense que c'est vraiment, malheureusement, l'héritier direct. Il a ressorti un truc des cartons que aucun des prédécesseurs n'avait à ce point-là poussé. Bah, osé même, je pense. Chirac un peu, je pense, moi. Bah, Chirac, il voulait pas débattre avec. Il voulait pas C'est débattre vrai, avec l'extrême c'est vrai, droite. c'est vrai. Et c'est là où. Et là, on dérive et puis on est à la fin du temps, mais en voulant débattre avec Le Pen en 2017, parce que c'est vrai que c'était sa première élection, donc je comprends aussi qu'il en veuille, tu vois ce que je veux dire. Chirac, c'était sa deuxième, il avait eu la cohabitation, il en avait eu sous la pédale, tu vois. Mais en voulant débattre avec Le Pen à sa première élection, bon. Mais sa deuxième élection, en ne voulant pas participer au grand débat, parce qu'il est au-dessus de ça, parce que c'est le président, parce que Il a pas le temps. voilà. Ouais, il a pas le temps. Après, à sa défense, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Il y avait quand même l'Ukraine, je pense aussi, qui était un truc. Mais de là à pas Ouais, pouvoir enfin, un débat. C'est pas juste pas le temps qu'il a dit, hein, c'est que vraiment, Oui, c'était pas lui. voilà, quoi. c'était pas, C'est ça pas pour n'intéressait lui. pas. Mais par contre, vouloir débattre au second tour contre Le Pen, donc continuer de légitimer Ouais, ça. c'est ça. Alors qu'elle s'était Et plantée de au pas premier, légitimiser tous les autres acteurs, effectivement. puis elle Parce qu'il- s'était plantée au premier, donc il y avait toutes les chances qu'elle se replante là. En n'ayant pas un débat finalement, Hmm. il n'y aurait pas eu de temps de parole pour lui, donc pas pour elle. Donc elle aurait pas pu avoir son temps, donc elle aurait pas pu montrer, etc. Parce qu'elle s'est un peu mieux démerdée en 2022 qu'en 2017. En fait, même beaucoup mieux, étant donné le catastrophe qu'était 2017. Donc ouais, non, il a fait tiens, petit oiseau. Non, c'est pour ça. Et ouais, c'est vraiment dommage. Et donc, Macron, moi, c'était le seul lien que je voulais faire vite fait avec l'Ukraine. Vraiment Ouais, pour là, on terminer. est- Mais on a Mais on qu'à en voir. fera un autre. Au pire, ils auraient un peu longtemps. Mais c'est que si tu veux être crédible sur la scène internationale, il faut que tu montres que tu es capable, mais sans tomber dans la répression. Et ça, c'est compliqué aussi. Sans passer pour un État totalitaire. C'est Après, oui, compliqué. c'est ça, parce que Poutine, lui, il s'en fiche. Hein, Quand t'as LFI qui, au moindre policier, va te dire vous êtes totalitaire, et qui t'aura beau mettre toute la violence que tu veux, l'extrême droite te dira que t'en as jamais fait assez et que t'es faible. Que donc ton espace médiatique, c'est un choix permanent, pas pour défendre Macron, mais sacrée merde quand même, entre je suis faible et je suis un dictatorial. Après, LFI, aujourd'hui, c'est 7% des voix. Hein. Aux élections européennes. Mm. Ouais. Parce qu'on pourrait croire que tu disais... Voilà. Parce que c'est un peu plus, je crois que Pas c'est en quand même termes de députés 15% aujourd'hui. en France. Non, en France, 15-20%, non en France, les derniers sondages donnent Manon Aubry à 7%. Non, mais pour les élections européennes. Voilà. Mais en France, au niveau par rapport à national, c'est 2022, 15-20%, c'est ça, un truc comme ça Par rapport à 2022, Ouais. C'est 22%. Mélenchon, il avait fait... Ah, je saurais plus te dire, mais oui, c'est grosso 22, modo, c'est 20% une par vingtaine là. de pourcents. Ouais, ouais. voilà. Avec la NUPES, c'est le premier groupe du coup d'opposition, mais maintenant la NUPES est morte. Tu sais, j'allais dire, ça n'existe plus, la NUPES. Officiellement, c'est encore inscrit à l'Assemblée nationale, mais Enfin, quand tu vois les déclarations du communiste Fabien Roussel. Fabien Roussel, Oui, vraiment, mais lui, il la a toujours NUPES été un peu frondeur de ça. Mais il y en a un qui me fait rire là-dessus, c'est Pascal Pro qui dit non mais oui, la NUPES est morte. N'empêche que quand il s'agira Je d'avoir... pose la question. Il dit mais n'empêche que quand il s'agira d'aller avoir une place pour être député,
et pas se faire contester cette place par un LFiste, ils vont tous revenir chez papa. Et ça, je suis en mode... Regardez bon, Baron Noir. je suis pas forcément, oui. Mais je suis pas d'accord avec le Pascal Praud en général. Mais là-dessus, ouais, ça va dépendre du courage politique en fait de la gauche. Si Glucksmann arrive à montrer un front de gauche, mais de gauche, je parle de gauche républicaine, hein, je parle d'une gauche, la gauche. Philippe Rickwart. Voilà. Non, mais c'est ça, mais montrer c'est dans une Baron gauche. Noir, c'est-à-dire, l'idée dans Baron Noir, c'est qu'il veut s'opposer justement à la France insoumise en mettant une gauche qui serait frondeuse pour la France insoumise, mais qui serait unitaire. Et donc, le grand coup, ça serait de finir par absorber, parce qu'elle ne pourrait plus faire autrement, LFI. Voilà. Et de tuer son leader de l'intérieur. C'est ça la grande strate dans la saison 2. Mais Je ne dis pas comment ça se termine, etc. J'ai l'impression un peu que Glucksmann a dû regarder ça cet été sur TV5 Monde et il s'est dit, mais attends, il y a un truc. Et comme dans la saison 3, les européennes avant le national. Eh oui. Bizarrement. Mais c'est super C'est fou important comment ça parce a que écrit l'histoire, ce truc. si tu montres que la gauche est capable aujourd'hui, Que c'est pas que ça. voilà, Que c'est et pas c'est que ça, qu'être de gauche et pas être Mélenchon. Mélenchon, eh bien, t'envoies un signal, que ce soit Glucksmann ou un autre, tu montres qu'il y a quand même un peuple en France qui est en manque de quelque chose. Moi, je pense que le peuple de gauche, que le peuple français est profondément de gauche. La question qui définit si t'es de droite la ou de France gauche est un en état France, de gauche absolu. c'est est-ce que t'es plus ouvert pour le donner à plus de gens, plus fermé pour le donner vraiment beaucoup plus aux nationaux. C'est tout le reste, tu peux tout cadrer selon moi ça. C'est Mais égalité-liberté en France. Un C'est peu ça, un peu ouais. le balancier gauche-droite. Mais là, tout le monde est... En France, c'est le seul pays du monde, je pense, où il n'y a pas de débat sur gauche-droite, l'assurance pour tous. Non, mais voilà. Par contre, qui est pour tous? C'est qui le pour tous? Voilà, Mais globalement, l'État va payer. Le concept, on est d'accord. Ouais, Tu vas avoir la santé gratuite, Ah oui, voilà. tes lunettes remboursées, etc. Mais L'éducation pour tous. est-ce qu'un réfugié a le même droit Voilà, ça, c'est autre qu'un chose. citoyen français? Et est-ce qu'un Français de deuxième génération, c'est autant un Français que 10 générations? Mais l'État, pour moi, il est profondément de gauche. C'est pour ça que la gauche, pour moi, c'est l'idée qui est la plus pervertie aujourd'hui, mais qui peut faire le plus grand comeback en France. mais oui, parce que oui, le terreau, il est là. Mais regarde, Le Pen, elle est profondément de gauche sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est souvent Sur ce qu'on lui dit. en beaucoup plus, d'aspects, ouais. elle est extrêmement de gauche et elle est en train, pas de l'avouer parce qu'elle dira jamais qu'elle est de gauche, parce que voilà, etc. Mais il y a plein de choses où on lui dit, mais est-ce que là, vous vous rendez compte que ce genre de truc, c'est de gauche? Et elle, ça la gêne pas, elle s'en fout. Elle a son programme. Parce que c'est pas ça qu'il apporte. Ce qu'il apporte, c'est l'immigration, l'insécurité, blablabla. Mais regardez vraiment, c'était en 2017 que c'était flagrant et je pense qu'en 2022, ils ont fait un peu l'exercice pour éviter... voilà. Mais vous aviez des bouts de programme en 2017, vous regardiez, il y a plein de choses en ligne. Tapez programme comparé Mélenchon-Le Pen et vous regardez les similitudes. C'était impressionnant. C'en était impressionnant. Au niveau économique, au niveau social, au niveau mais de plein de trucs, t'avais les mêmes propositions. Donc il y a une demande, je pense, des gens. Et souvent on dit, bon bah qui vote RN aujourd'hui? Les ouvriers, beaucoup de jeunes et des profs ou des trucs comme ça. C'est des gens qui sont des gens de gauche à la base. Vous vous rendez compte que la France elle est tellement de gauche que c'est le seul pays du monde où quand on s'est dit on va réouvrir le débat sur l'avortement parce que tout le monde a décidé de rouvrir sur le débat avortement, c'était juste de dire les gens qui étaient plus à droite, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre dans la Constitution parce que c'est un droit personnel et non pas un droit global à la société. Donc là, il y a peut-être ça dénature peut-être la notion de Constitution, mais l'entériner par une loi, machin, ça existe, etc. J'ai très peu entendu, et il y en a, ces voix-là, elles existent en France, Oui, bien bien sûr, sûr, mais elles évidemment. sont extrêmement minoritaires, mais regardez le Canada, regardez le Canada, regardez les États-Unis, regardez l'Italie, la Pologne, l'Autriche, L'Espagne, regardez, alors que l'Espagne est de gauche. regardez comment le débat sur l'avortement est couvert. Vous avez des voix de droite qui vont vous dire tout de suite non, l'avortement c'est pas bien. Bardella, coquille vide, mais le seul truc que je me souviens qu'il a dit de truc, c'est que lui il pense que c'est du sujet du personnel, c'est-à-dire chacun, lui il est pour, que chacun fasse son choix. Donc autrement dit, on le remet pas en cause. L'extrême droite en France qui dit que l'avortement c'est chill. L'extrême gauche qui elle voudrait avoir des cliniques partout, mais on voit bien que le fond du problème, le fond du débat, tout le monde est d'accord. Et il n'y a rien de plus à gauche que l'avortement aujourd'hui dans le dire débat que la France est politique polarisée. global. Oui, c'est un fait, la France est polarisée, mais les Français ne le sont pas.
Et les Français le sont pas. Moi, les partis politiques sont polarisés. Ouais, la classe politique est polarisée. Les Français, je ne pense pas tant que ça. Ils sont quand même assez d'accord sur la direction qu'on veut prendre. Les Français, ils font peuple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les Américains, j'y crois beaucoup moins. Oh, on va déjà d'un état à l'autre. Voilà. Je pense que les Américains sont bien plus divisés que les Français, parce que les Français, ils savent que grosso modo, la réindustrialisation de la France, ça fait 40 ans qu'on nous la promet, ça se passe pas, là ça commence, mais on n'en voit pas encore les bénéfices. Soit t'es un grand industriel, t'es Bernard Tapie, t'es de droite, soit t'es un ouvrier, t'es de gauche, mais d'un autre côté, la réindustrialisation de la France te porte bénéfice. Voilà, t'es d'accord sur le fond. Mais ça avance, on est pour. Les droits sociaux, on est pour. L'assurance médicale, l'éducation pour tous, on est pour. Le seul sujet, je pense, c'est peut-être l'immigration. Mais voilà, l'immigration, mais c'est parce que c'est un sujet, je pense, qui a toujours été, mais dans tous les trucs. Vous prenez n'importe quelle communauté, ça c'est très drôle, puis tu le vois même dans la Bible, vous prenez n'importe quelle communauté, il y a une question de comment on se définit. Et la première manière de se définir, c'est le nous, et après, il y a le eux. Ouais. Et donc, quand il y a quelqu'un qui veut faire partie du nous, évidemment, comment on t'évalue, comment ceci, comment cela. Et c'est très drôle parce que ça a même influencé énormément la pop culture. Regardez des séries qui montrent un petit peu ça, comme toutes les séries post-apocalyptiques, genre Walking Dead ou quoi que ce soit. Quels sont les gros moments de drama de toutes les séries en général? C'est les moments où il y a un élément extérieur du groupe qui arrive et on se demande est-ce qu'on doit l'intégrer dans le groupe. Ah tiens, il vient d'arriver dans le groupe et il cause des problèmes. Grey's Anatomy, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Quand il rassemble les hôpitaux. Non, mais c'est vrai que dès qu'il y a un agent supplémentaire qui se rajoute, qui est externe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que quand on est en petite tribu de 5 ou 6, ça va. Walking Dead, vraiment, c'est tout ça, tout le temps. Voilà. On arrive à se mettre d'accord ou pas, ou voilà, etc. Quand c'est un qui arrive dans 5 ou 6, voilà. Là, on est des millions. Et c'est des centaines, voire des milliers de personnes chaque année qui arrivent, puis qui repartent aussi, parce que les étudiants repartent, les travailleurs ils repartent, etc. Donc, je pense qu'on a, aussi on a perdu l'idée de l'Union européenne, où tu as une partie qui t'appartient pas tant que ça. Parce que comme on est dans un espace Schengen, avec les migrants, puis je prends souvent cet exemple, mais parce que c'est le plus flagrant, quand quasiment unilatéralement Angela Merkel à l'époque dit moi je vais accueillir des migrants, puis qu'elle veut en accueillir beaucoup plus que tous les autres. Je crois qu'elle avait pour objectif un truc comme 1 million. Elle avait dit je peux en accueillir jusqu'à 1 million. Et la France qui est voisine et l'Italie, ils disent mais tu crois qu'ils vont arriver par où? Tes migrants, ils vont pas arriver par le Rhin là. Donc il faut que tu nous consultes, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es français... Ils veulent le traité de Dublin suite à ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, en tant que national, tu t'es dit oui, avec les migrants. Et d'ailleurs, souvent on confond le débat sur l'immigration entre les migrants et les immigrants. Ouais, immigrants et migrants. Qui n'est pas du tout le même enjeu, parce qu'il y en a un que c'est un traumatisme, une guerre, ils sont pas là forcément par choix tant que ça, et ils vont arriver par milliers, et encore une fois, phrase bateau mais phrase vraie, tu montes pas dans un canot pneumatique à 42 quand la Terre... quand tu montes pas là-dessus, quand ça te paraît allez, c'est bon, nique ta mère. T'as niqué la phrase. Mais tu vois, tu montes pas dessus si ça te paraît moins sûr que ta terre, quoi. Donc forcément, c'est qu'ils ont plus rien, tu vois. Et d'un autre côté, les immigrants qui eux sont plus dans un choix économique, un choix d'opportunité. Comme nous. Voilà, qui sont comme nous. Et là, c'est pas pareil. Parce que eux, effectivement, les réguliers, tu les condamnes pas forcément à mort. Ou en tout cas, parce qu'ils peuvent repartir chez eux ou ils peuvent ne jamais partir de chez eux vers chez toi. Et pas impliqués de la même manière, quoi. Alors que quand c'est des caravanes ou enfin pas des caravanes, des bateaux pneumatiques où tu dis on tire dessus ou pas, c'est pas... Tu dors pas avec la même conscience à la fin de la journée. Mais c'est ça, c'est ce qui divise Reconquête et le Rassemblement National. Même tu vois, même sur ça, c'est l'immigration qui revient sur... c'est littéralement le seul point. Je trouve ça fou qu'en France, on n'ait pas un ministère de l'immigration. Si, on en a. Non, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Oui, mais c'est de l'Intérieur, mais le ministère de l'immigration a existé sous Sarko, par exemple. Oui, mais on l'a taxé d'extrême droite et de raciste. Ouais, mais bon, il y a fantastique. Mais c'est... Ouais, bon. Encore une fois, le Canada, c'est pas très grave. De ministère d'immigration. Mais à la limite, si on peut éviter d'avoir 40 000 ministères et ministres... Oui, mais c'est tellement névralgique que parmi tout cela, peut-être qu'il y en a un qui manque pour de vrai, c'est lui. Mais, comment on appelle ça? J'ai perdu ce que je voulais dire, du coup. Ah, fuck. Je sais plus de quoi tu parles. Oui, les droits. Les droits qu'ils ont en arrivant sur le territoire. C'est une grande question, mais voilà, ce qui sépare les deux extrêmes droites, il y a deux choses. Il y a la politique économique. Reconquête, c'est des libéraux économiques. Là où le RN, c'est des protectionnistes.
Donc déjà, tu as une grosse division là, mais la grosse division sur l'immigration, et ce que dit Zemmour, c'est qu'il dit que le RN, c'est très bien la politique qu'ils ont, mais elle ne s'adresse qu'aux migrants économiques. Là où Reconquête voit le grand remplacement comme... les migrants, c'est retour aussi dans les avions migrants. aussi. Là, tu te dis, bon, ton droit... Moi, je suis très curieux de savoir comment ils pourraient justifier ça du point de vue du droit international. Regarde ce qui se passe en Angleterre. Avec le Rwanda. Ouais. C'est vrai, j'ai pas assez lu dessus, je sais pas exactement. Il y a ça. Et il y a le fait de dire, écoute, mettons, toi, t'es le pays A, moi, je suis le pays B. Tes citoyens sont en train de faire des permis de travail pour travailler chez moi. Moi, j'en accorde. Chaque permis que j'accorde, je le vois, je le signe, etc. Bon. Mais je vois aussi que qui partent de chez toi, en tout cas, des gens qui ne passent pas par ce circuit. Très bien. Je vais dire, pour chaque migrant que je vois venir du pays A, que tu veux pas reprendre quand j'envoie un charter chez toi, je te délivre pas de permis de travail. Ok, ouais. C'est les fameux visas. Et alors là, tu peux aller du migrant travailleur, enfin de l'immigré travailleur, et tu peux commencer à descendre le curseur de plus en plus avec le visiteur. Mais dans le cadre de l'Union européenne, tu peux faire ça? Est-ce que c'est pas l'intérieur de l'Union européenne? Est-ce que c'est pas contraire aux droits de l'homme de l'Union européenne, aux droits humanitaires européens? Non. Alors, au niveau des migrants, la question, c'est l'accord avec le pays. Mais il y a un truc au niveau européen où tu as raison, c'est les pays tiers, les pays sûrs. Tu ne peux pas renvoyer quelqu'un au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. N'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus, je ne suis pas sûr de ce que je dis exactement. Tu ne peux pas renvoyer, par exemple en Afghanistan actuellement, tu ne peux pas renvoyer quelqu'un en Afghanistan parce qu'il n'est pas sur la liste des pays sûrs. Okay. Donc, tu mettrais volontairement en danger une personne en la renvoyant dans son pays. Ça, c'est une exception. Okay. Mais par exemple, si tu dis à l'Algérie, et ça a été le gros froid qu'on a eu avec le Maroc et l'Algérie, de dire, tu sais quoi, si tu continues d'envoyer des bateaux de migrants, moi, c'est fini. On va commencer par les travailleurs, puis on va arriver aux visiteurs. Et là, quand tu vas avoir des familles qui sont séparées, qui peuvent plus aller voir, qui peuvent plus retourner au bled, ou qui peuvent plus revenir. Du point de vue du droit européen, il laisserait séparer des familles. C'est bien un truc que l'Union européenne. Ah non, c'est une compétence. Alors là, à ce niveau-là, tu es totalement souverain sur tes entrées sur ton territoire. Non, c'était une question. Tu peux dire, écoute, c'est très simple, des visiteurs, j'en aurai moins venant de ce pays. Voilà. Ok. Donc, puis alors après, tu fais tout plein d'accords avec les pays, mais ça, on l'a annulé avec l'Algérie parce que c'était pas bien. Donc voilà. Donc on n'a plus d'accord ni avec le Maroc ni avec l'Algérie. Maintenant, on paye le Maroc d'ailleurs pour faire en sorte qu'ils retiennent ces migrants. Voilà. C'est bien. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir là. C'est... Après, d'un autre côté, les migrants, c'est tellement. En fait, le problème des migrants, c'est que ça mélange un point de vue moral et humaniste à des politiques dures. Qui sont irréconciliables. Pour le coup, c'est vraiment irréconciliable. C'est un problème éthique. Ouais, et on doit trancher. Parce qu'il y a un moment où tu vas te dire, si mettons demain, mettons même pas guerre, même pas, voilà, tu as 2 millions de migrants qui arrivent en France. C'est quoi, on n'est pas en Europe, en France. Et qui sont amochés parce qu'ils ont eu un tremblement de terre, ou un tsunami, ou un whatever, tu vois, avec les dégâts climatiques qu'il va y avoir. Sur ton système de santé, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 200 000, je crois. Je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Si, à cause des changements climatiques, la Nouvelle-Calédonie est submergée, ce qui est très probable. Ou alors, elle n'est plus habitable parce que tout aura été détruit avec la... Je crois qu'il y a 30% des terres qui sont en danger de submersion. Ou même toutes les îles, j'ai plus le nom exact les îles... De tout le les trois îles, les îles Liberté. Pas Liberté. Mais... Ouais, les trucs comme ça. Toutes ces îles-là, voilà, on va dire ça fait 300 000 personnes à peu près. T'as 300 000 personnes comme ça qui arrivent du jour au lendemain. Beaucoup, ouais. Tu fais comment? C'est vrai, et pourtant c'est entre guillemets, c'est à nous. Tu fais quoi? Tu sais ce qui s'est passé avec les pieds noirs algériens? Mal. Très mal. Oui, ça a été, c'était de votre faute, hein, l'Algérie. Vous ramenez pas vos problèmes ici, j'espère. Parce que là, nous, voilà, donc on va vous laisser à Aix. D'ailleurs, c'est à Aix qu'il y a une grande communauté de pieds noirs. Et Marseille. Et là, vous n'allez pas commencer à nous voler nos emplois, nos maisons, nos ceci, nos cela. Hein. Les cités de Aix-en-Provence, la ZUP, la ZAC, etc., si vous êtes d'Aix-en-Provence, vous savez, essentiellement, elles, aujourd'hui, ce ne sont que des Maghrébins qui y vivent parce que c'est, pendant la décolonisation, c'est là où on a mis tout le monde qui venait d'Algérie, peu importe. Après, comme c'était des cercles à pauvreté, etc., les Français blancs ont réussi à retrouver du travail plus rapidement aussi parce qu'il y avait quand même aussi un racisme quand même assez...
fort aussi, mais aussi un contexte quand même assez global aussi qui fait que il y avait des Français qui mouraient là-bas, donc il y avait des Français sur place qui comprenaient pas pourquoi on accueillait des gens. Les pieds noirs, ils ont pas eu beaucoup de solidarité nationale, je peux te le dire. Pas forcément que les pieds noirs, mais aussi les Algériens tout court, parce que dans le lot il y avait des Algériens aussi, par exemple, qui étaient mariés à des Français, qui se sont dit moi j'ai plus rien, traite à la nation de mon côté, terroriste de l'autre, je fais quoi de ma vie? Donc voilà, donc ça s'est résolu qu'aujourd'hui c'est une majorité aujourd'hui de gens maghrébins, mais c'est vrai qu'à l'époque on les a mis là-bas et c'était les endroits les plus pas bien de la ville, tu vois, parce que c'était que des gens pauvres, tristes et qui avaient que des problèmes et rejetés par la société française aussi. Mais c'est pour ça que mon propos liminaire c'était le fait de dire putain, mais les gens qui sont en Nouvelle-Calédonie en ce moment, quelle que soit la manière dont Macron va réagir ou quoi que ce soit, le fait qu'ils ne puissent pas partir et que le fait de partir, dans le pire des cas, ça veut dire ne pas revenir. Dans une terre, ça fait 24 ans, mettons, qu'ils y habitent. Mais tu sais que c'est aucunement scientifique ce que je vais dire, mais la majorité des gens que j'ai entendus sur place ou à qui j'ai pu parler, tous ne s'inquiètent pas tellement des événements en ce moment. Leur première pensée, c'est après, on va faire comment? Ah bah oui. Une fois que les émeutes, parce qu'ils ont vraiment un peu tous la sensation qu'il y a un truc qui s'est brisé. Il y a une step supplémentaire là on a passé un cap dans la violence, dans la volonté de détruire aussi, parce que par exemple ils ont voulu les émeutiers ont voulu souiller l'eau. Donc, là t'as plus d'eau après, donc ils ont pas réussi. C'est pratique quand même. Ils ont pas réussi, mais reste que c'est compliqué. Mais voilà, et donc tu te dis ils ont tous peur pour l'après. Et par exemple les Calédoniens du coup ils se disent mais nous l'après il va ressembler à quoi? Parce que et ils ont peur de devenir comme Mayotte par exemple, tu vois, devenir un endroit où la violence est en permanence, ou dans le pire des cas Haïti quoi. Et c'est fou. Alors ça, après, c'est vraiment très extrapolé. Ce serait plus dans un cas d'indépendance où ils se disent ça deviendra Haïti. Mais ils se disent, voilà. Et la France, Haïti, c'est voilà. C'est pas étranger à cette... Haïti, ça fait 200 ans qu'on n'y est plus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire collectif des gens, ils se disent, on pourrait devenir comme tel. On n'est pas si loin, ouais. Tu vois, et les gangs qu'il y a à Haïti, tu pourrais très bien voir le chemin qu'aujourd'hui les émeutiers prennent pour faire ce même chemin-là. Tu te dis, ils sont juste régis par la violence, ils vont... Voilà. Et donc vraiment, ils ont tous peur de l'après. Et ça, c'est quand même un peu... C'est vrai que c'est quand même pas problématique, mais c'est... Voilà. Tu te dis... Donc l'État, tu sais pas trop ce qu'il va faire. Je pense qu'on fera un autre épisode après sur peut-être Macron. Ouais, la violence en Europe, etc. Les élections européennes. N'oubliez pas, 9 juin, d'aller voter. La Géorgie aussi... Je sais pas si t'as trop suivi ça. Va falloir que je me renseigne un peu avant. Parce qu'il y a des grandes manifestations aussi, il y a beaucoup de répression. D'accord. Donc, ouais. Donc voilà, c'est des... Oui, il y a des drapeaux européens en plus. Oui, ça, j'ai vu ça. C'est la répression contre les gens qui veulent pas avoir le projet de loi qui deviendrait comme un État comme Poutine. Je mets entre guillemets, pas parce que je suis pas d'accord, parce que c'est une citation directe des gens sur place. Donc voilà, écoutez, je pense que ça fait le tour. On a fait un épisode un peu plus long pour le retour, mais aussi on avait beaucoup de choses à dire. C'était les vacances. C'était intéressant, je pense. Puis je pense qu'on a été beaucoup trop ambitieux dans le sujet pour l'heure qu'on s'était donnée aussi. Oui. Donc, on a parlé, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vérifier ce qu'on dit, à faire... faites vos recherches, en général. Mais pas n'importe comment. C'est pas parce que vous faites des recherches que vous avez raison. Voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires en restant bienveillant, etc. Voilà. Nous, on va repartir manger du maïs. De toute façon, ça sert à rien de nous insulter, ça ne changera rien à votre vie ni à la nôtre. Donc apportez quelque chose. Généralement sur nos vidéos cinéma ou etc. ou F1, on a un peu plus des commentaires. Faut qu'on en fasse un sur la F1 là bientôt. Moi j'attends la pause, je me disais. C'est dans longtemps. Parce que la semaine prochaine il y a Monaco. Ouais. Et après il y a quoi? Il y a Canada dans 2 semaines après. Et après c'est la pause. Ouais. Ou il y a encore après Canada? Non, il y en a encore. Il y a l'Autriche. Il y a l'Autriche. Zondo. Je sais plus. Non, Zandvoort c'est en Pays-Bas. C'est le Red Bull Ring en Autriche. Ah, c'est lui? D'accord. Parce que je croyais que c'était l'endroit où Red Bull s'entraînait. C'est l'endroit où Red Bull s'entraîne, mais je savais pas. Je croyais que c'était leur piste privée, le Red Bull Ring. Je savais pas que c'était le nom aussi de la piste. Non, c'est une piste. Elle est utilisée pour beaucoup de trucs. Ferrari a sa piste privée, par exemple. Là. Tu vois, je croyais que Red Bull Ring, c'était pareil pour Red Bull. À Maranello. Mais ouais, voilà. D'ailleurs, voilà. Mais Putain, du 28 juillet au 25 août. Ah ouais, 28 juillet, c'est tard. Moi, je pensais que c'était genre début juin. Bon, on en fera un début juin. Après Canada. Après le Canada. week-end du Canada. Week-end du Canada. Pour en faire un.
Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. N'hésitez pas à follow la chaîne, liker, s'abonner, machin, rester de bonne humeur, informez-vous. Suivez pas trop les médias parce que c'est déprimant, mais un peu quand même parce que ça sert à rien de vivre comme une autruche. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode. C'était Des bières et débats. Merci à vous. Bye. Clap de fin.